Ok les amis, on va se lancer. Prenez place. Et alors bonjour à tous d'abord et merci d'être présents aujourd'hui du coup par ce jour pluvieux. Et du coup pour cette deuxième conférence de cette année 2017, donc troisième année qu'on travaille avec Ombre Blanche. J'y reviens pas sur ces petits cycles de conférences qui ont à la fois l'ambition de donner à voir une certaine histoire et une certaine actualité aussi autour des questions du livre d'artiste. Voilà, à partir moi de l'expérience que j'en ai aussi à différents niveaux. Je vais me lancer. Je vais me lancer avec donc un très rapide résumé de la dernière fois, puisque pour la première conférence, on avait travaillé autour de la question de la collection. Comment est-ce que le livre d'artiste résonne avec les pratiques de la collection et des collectionneurs. Et on va être aujourd'hui sur une thématique étrange en fait. J'ai appelé ça la poétique du livre. En fait, je devrais commencer la conférence par rendre peut-être un hommage appuyé à mes sources, et notamment une source dans laquelle je suis allé largement puiser, parce que c'est vrai qu'elle est transversale, et puis elle a une certaine... Même si je ne suis pas d'accord avec, on va dire, tout ce qu'elle écrit, mais c'est Anne Mauglin-Delcroix qui a rédigé un très beau travail qui est issu de sa thèse. Mauglin-Delcroix. Alors c'est difficile à épeler. Mauglin-Delcroix. Et qui fait un peu référence, on va dire, qui a ouvert quand même et qui a travaillé à faire un premier travail historique et puis théorique autour de la question du livre d'artiste. Voilà, je suis allé puiser beaucoup dans une partie de son travail, et puis dans d'autres références plus personnelles, autour donc aujourd'hui d'une thématique assez particulière, puisqu'on va parler du livre. J'ai appelé ça la poétique du livre, en référence là encore à Mauglin-Delcroix. On pourrait dire aussi le livre, donc c'est une espèce d'étrange pirouette, c'est-à-dire l'idée, c'est de voir un peu aujourd'hui comment est-ce que, au sein des pratiques du livre d'artiste, on va voir se déployer de manière variable un questionnement sur lui-même. Comment est-ce que le livre se présente en tant que livre? Comment est-ce que le livre s'interroge en tant que livre? Et bien entendu aussi questionne les limites, les frontières de ce qu'est ou de ce que n'est pas un livre. Mais d'une manière particulière. Enfin ça, je vais essayer de préciser ça au fur et à mesure. Alors peut-être en introduction, on a une image de Bernard Villers, je vais y revenir tout de suite après. On va commencer par le travail de Villers. Et d'abord, peut-être, qu'est-ce que c'est pour un artiste un livre? Moi, j'avais envie de commencer peut-être par cette idée assez simple et qui nous est commune, je pense, à tous ici, sinon on ne serait pas là, c'est le plaisir qu'on a à manipuler des livres. Et c'est vrai qu'il y a une dimension extrêmement riche à vivre avec les livres. J'ai envie de dire qu'il y a dans le livre quelque chose d'amical, quelque chose de bienveillant, quelque chose de nourrissant aussi, dans un sens spirituel, mais presque physique aussi. Un livre nous nourrit, sauf qu'on n'est jamais repu, c'est l'avantage. On était à Paris et là, pour Drawing Now, et c'est vrai qu'il y a cette sensation, moment, après la 10e expo dans la journée, d'être un peu au trop-plein. Sauf l'avantage par rapport à la nourriture, c'est qu'il n'y a pas de limite. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de malaise physique. On peut continuer à absorber, même avec une petite fatigue éventuellement dans le dos, et à être dans cette nourriture comme ça, presque infinie. Donc cet élément-là, on va le retrouver beaucoup, c'est-à-dire que parmi les artistes du livre, même parmi les plus conceptuels, je reprends par exemple cette phrase d'Édouard Rucher, bien sûr, auteur célèbre des 26 Gasoline Station. Je ne vais pas trop en parler cette fois-ci, mais j'ouvre à nouveau quand même la conférence un peu avec lui. J'aime tout simplement leur contact. C'est fondamentalement esthétique. J'aime tout simplement les livres, non pour les collectionner, mais pour les regarder, sentir les pages, etc. etc. Donc je pense que là, on se reconnaît facilement là-dedans, c'est-à-dire notamment aussi dans un questionnement qui est très contemporain aujourd'hui avec l'arrivée du numérique, à savoir qu'est-ce qu'on gagne, qu'est-ce qu'on perd, est-ce qu'on pourrait envisager des formes de numérisation du livre. Je connais pas mal de gens qui ont basculé dans les tablettes Kindle, etc., qui commencent à lire des romans. Et c'est une question, en fait, j'y reviendrai, je pense, de temps en temps, sur, voilà, cette question du statut de l'objet. Qu'est-ce que c'est qu'un livre d'artiste? C'est avant tout un objet. Voilà, on ne va pas le sacraliser, et je vais peut-être déjà commencer à le désacraliser, mais malgré tout, il y a ce rapport à la matière, il y a ce rapport à la manipulation. Et c'est important pour un plasticien, parce qu'un plasticien, c'est quelqu'un
et un fabricant de livres, on va dire, c'est quelqu'un qui cherche à donner corps à des idées, à des pensées, mais d'une manière particulière. Ça veut dire que l'écrivain, quand il fait un roman, s'intéresse plus ou moins au livre. C'est plus un véhicule. C'est pas vrai pour tous les écrivains, pour tous les romanciers, mais en gros, un romancier, le livre qui va être édité par Gallimard, c'est quand même le véhicule, par ailleurs, du texte. Pour un plasticien ou pour un fabricant de livres d'artistes, c'est beaucoup plus que ça. Et très tôt, le livre est déjà mobilisé en tant que matière de la pensée. Vous voyez ce que je veux dire? Donc de ce point de vue-là, prendre un livre dans les mains, tourner les pages, c'est déjà être en train d'appréhender l'œuvre, et c'est déjà être en train, quelque part, de recevoir des signes qui vont nous permettre de comprendre le projet, etc. etc. Bon. Alors, du coup, on va aborder la question du livre d'artiste sous cette double angle, c'est-à-dire à la fois la question du livre qui tente ici quelque part de s'auto-définir en tant que livre et qui cherche à faire du livre quelque part une partie du sujet lui-même, et on tentera également de montrer comment est-ce que cette question-là ne peut pas être autosuffisante. Et qu'on va voir certains cas limites quand un livre commence à tellement parler du livre pour le livre et en tant que livre, on a quelque chose qui devient une sorte de cercle un peu dangereux quelque part, un peu tautologique, où le livre perd sa nature. Moi j'aimerais insister là-dessus quand même par rapport aux pratiques propres à l'art contemporain, on va voir les images, mais par rapport aux pratiques propres à l'art contemporain, il y a effectivement au sein du livre quelque chose qui est très fort, je trouve, c'est cette idée que l'œuvre devient quelque chose de commun, quelque chose de palpable, quelque chose de quotidien. Je revendique beaucoup cette idée d'une pratique du livre d'artiste qui soit vraiment insérée dans la vie quotidienne. Donc non pas, là encore, je le redis, le beau livre, l'histoire quelque part du livre de peintre ou livre de dialogue tel qu'on l'a connu au 19e et une partie du 20e siècle, c'est-à-dire des beaux livres édités, reliures en cuir, sérigraphie, gravure, peu d'exemplaires avec des signatures, des tirages de tête, etc. Mais vraiment assumer cette contradiction entre le fait de faire un livre exceptionnel, étrange, artistique au sens plein du terme, et en même temps en série, en multiple, à 100, 300, 1000, 10 000 exemplaires, dans cette logique vraiment de dissémination, de diffusion, de démultiplication. Voilà, cet enjeu-là, il est important parce que je parlais par exemple de ce rapport charnel au livre. Il ne faut pas que ce rapport charnel nous ramène vers quelque chose qui serait de l'ordre un rapport bibliophilique. Vous savez, moi je ne suis pas pour la bibliophilie coûteuse et un petit peu, presque sacrée comme ça, du bel objet. Il faudrait absolument avoir la première édition qui coûte une blinde, il faudrait absolument avoir le beau livre avec les beaux tirages, etc. On peut avoir ce rapport charnel, palpable, dans un objet qui par ailleurs est un objet industriel. Bon. Alors, on verra pour ça, en gros, trois pistes. Premièrement, ça serait des livres qui s'interrogent sur leur nature même. Qu'est-ce que je suis en tant que livre? Comment je suis fabriqué? Et comment est-ce que ça peut devenir une œuvre en soi? On verra également des livres qui s'approprient l'histoire du livre. Par exemple, on verra beaucoup de livres d'artistes qui vont par ailleurs jouer sur leur nature en tant que livre de géographie, livre pour enfants, voilà, tout un tas de critères quelque part, ou de genres déjà existants autour du livre d'artiste. Et puis on terminera avec des livres un petit peu plus tautologiques pour le coup, qui s'interrogent sur leur propre nature. Voilà. Allez, on commence avec... Oui. Le deuxième, c'est la notion de genre. C'est-à-dire cette idée que le livre, l'artiste en fait, en s'appropriant le livre en tant qu'objet, et en refusant de faire du livre un beau livre, suivez-moi bien, il accepte quelque part d'embrasser toute l'histoire du livre. Et cette histoire, elle est extrêmement riche, puisqu'elle traverse toutes les disciplines et tous les champs. Les scientifiques ont leurs livres, les géographes ont leur type de livres, on peut aimer les livres de cartes, il y a des livres pour enfants, il y a des livres pour adultes, voilà, on en verra plein d'exemples après, il y a des livres, je sais pas, des menus, je sais pas, un menu au restaurant, c'est un livre, bon, un mode d'emploi Ikea, c'est un livre aussi. Bon, et on pourrait démultiplier, finalement, il y a autant d'usages du livre qu'il y a de moments de vie possibles. Et étrangement, chacun de ces typologies de livres-là, au-delà de la question de l'art, elles deviennent extrêmement intéressantes pour l'artiste, parce que ça devient le lieu d'un questionnement, d'une réappropriation, et puis bien entendu d'une transformation orientée vers des questions plus artistiques.
Voilà. Alors, on va commencer donc avec Bernard Willer, qui est un peintre belge de 1939, qui est par ailleurs également éditeur. Bon, je vais passer sur cette question-là, avec les éditions du Remorqueur, qui est par ailleurs un peintre à l'origine, hein, donc il a vraiment un travail de peinture. Ce serait intéressant d'essayer de faire des va-et-vient entre sa pratique de peintre. C'est plutôt une peinture qui est liée à support surface, pour ceux qui connaissent, et avec un grand choc autour des peintres américains du color field. Voilà, Ellsworth Kelly, Barnett Newman, vraiment des grandes surfaces homogènes. Cette idée vraiment de définir la peinture en tant que peinture. Vous voyez déjà le lien, le livre en tant que livre, le peintre qui fait aussi un travail de peinture en tant que peinture, des grands aplats, des monochromes, un travail sur le plan, la surface, l'espace, comment, le châssis, bon, etc. etc. Il va découvrir le livre d'artiste dans la bibliothèque de la librairie d'Ulysse Carian, pour ceux qui connaissent, Other Book and So, à Rotterdam, grand personnage de l'histoire aussi critique du livre d'artiste. Et voilà, il va finalement commencer à développer une réflexion autour de la pratique du livre peinture-livre, mais la question de la peinture, je pense, va vite disparaître. Bon, je vais y revenir. Plusieurs questions. On va commencer par celle-là, stratification de la page. On a ici un premier livre qui s'appelle Traverse, qui est de 1976 et qui est un livre en hommage à Matisse. Donc effectivement, on va feuilleter par exemple ce premier livre. On voit hein, l'hommage à Matisse possible, je pense, ne serait-ce que par le travail de la couleur, cette espèce de logique aussi presque décorative que Matisse a développée peut-être encore plus à la fin de sa vie, les papiers découpés, etc. Ici, il y a une radicalisation perdant totalement la question du motif figuratif, et page après page, quelque part, on va voir se déployer des motifs comme ça, presque décoratifs, mais on a un basculement entre le décoratif ici et l'enjeu pictural fort, des aplats, un enjeu de couleur directe. Le rapport à Matisse, on va l'avoir en fait à la dernière page, mais peut-être pour le comprendre, on peut voir ici, vous voyez qu'il a utilisé un papier particulier, ce qu'on appelle un papier pelure, un papier très transparent en fait. Et déjà, je trouve qu'on a un premier élément qui est intéressant, vous voyez, sur la question du livre. Le livre, c'est pas une peinture, par exemple. Pourquoi c'est pas une peinture? Parce qu'on a un recto et un verso. On pourrait presque être ici au fondement de la question du livre. Alors, où commence le livre? Moi, j'aurais presque envie de dire que déjà, quand on a une feuille, c'est vrai que chez l'imprimeur, la question du recto-verso, elle est très vite déterminante. Hein. Sinon, votre livre, il n'est pas imprimé pareil. Il faut bien faire attention à quelle est la première ou la deuxième page, parce qu'après, le chemin de fer, il s'enchaîne. Hein. Mais cette question du recto-verso, elle est intéressante parce qu'on a déjà un cachet et un montré. On a un visible et un invisible. Dans la peinture, on n'a pas vraiment ça. On a certes une toile frontale, on peut envisager le derrière, le châssis, etc. Et les peintres d'ailleurs du support surface joueront là-dessus. Mais quelque part, ce cachet reste caché. Dans le livre d'artiste, quelque part, il y a une profondeur du cachet et il y a une profondeur de l'invisible qui déjà est déterminante. Parce que le livre, c'est ça. C'est vraiment cette histoire du temps. C'est cette espèce d'aller-retour, de profondeur quelque part, d'alternance d'une image avec une autre, de la mémoire de l'image d'avant avec quelque part l'image d'après. Peut-être aussi, si je rebondis sur la question du recto-verso, la puissance de la double page aussi, qui est l'inverse du recto-verso. C'est-à-dire, à un moment, c'est la notion de montage, presque au sens cinématographique. C'est un élément et un deuxième élément. Et quelque part, cette structure forte, dès le départ, un peu inscrite dans la fabrication même du livre, elle nourrit une logique de temporalité et une logique du visible et de l'invisible. Alors vous voyez déjà ici le visible et l'invisible, il est taquiné puisqu'on est avec un papier transparent. Et le papier transparent, il est du coup au service d'une cohabitation et j'ai envie de dire en termes pictural, déjà d'une logique de recréation d'une peinture dans des jeux de passage, de superposition. On imagine qu'il suffit que le livre soit, les feuilles soient très transparentes pour que sur 2-3 pages, pas plus, hein, on puisse avoir, en tournant les pages, une espèce de jeu de reconfiguration d'une seconde peinture qui n'est plus le motif en lui-même, mais les jeux des motifs eux-mêmes, les uns avec les autres, etc. etc. Alors une petite citation, voilà, depuis quelques années, je ne m'intéresse qu'aux couleurs pures et isolées. Je les utilise toutes, mais je donne une seule couleur à chaque chose. Ce plaisir que je ressens devant la peinture monochrome remonte à ma découverte des peintres américains des années 50-60, Roscoe, Newman, Kelly, etc. La réponse par rapport à Matisse, on va la voir à la fin du livre, puisque la dernière page, en fait, c'est cette citation de Matisse, écrite à la main. Reste une seule citation donc à la fin. Quand je mets du vert, c'est Matisse qui parle, qui écrit, quand je mets du vert, ça ne veut pas dire de l'herbe. Quand je mets un bleu, ça ne veut pas dire du ciel. Voilà. Et
Ce qui est intéressant, c'est que cette phrase, elle est écrite à l'envers. Et que pour la voir, il faut effectivement la voir en transparence de l'autre côté de la page. Et du coup, ça déploie quelque chose qui est de l'ordre, effectivement, d'un protocole de transparence assumé et quelque part défendu. On va retrouver cette question-là, j'ai enchaîné, on va retrouver cette question-là, du coup, c'est dans ce livre, voilà, on va peut-être passer directement là-dessus. Trace, 1977, pardon. On est avec un Leporello, hein, en gros c'est un livre accordéon. Et effectivement le livre accordéon, ici c'est 8 pages, donc c'est une seule impression sur un grand papier de 8 pages qui va être ensuite plié pour n'en former qu'une seule. Alors on l'a en noir et blanc. Et en fait sur chaque page, on va avoir effectivement l'impression d'une seule bande de couleur verticale. D'accord ? Sur la page suivante, la même bande décalée. Et ainsi de suite sur les 8 pages. Vous imaginez bien que du coup, le rendu que vous avez ici, en fait, c'est un rendu par transparence, qui vous donne accès dès la première page aux 8 pages successives. Alors là encore, je trouve que c'est intéressant, hein, du point de vue à la fois de la pratique du peintre. C'est par ailleurs des choses qu'il ne développe pas dans sa peinture. Hein, c'est important à dire. Sa peinture est plutôt frontale, elle est vraiment homogène, plutôt opaque, etc. Mais quelque part, d'emblée, on a accès à une double écriture entre une image immédiate, globale, c'est plutôt le rapport du peintre, hein, je vois, et en voyant, j'ai vu, ah, voilà, j'ai vu l'ensemble de l'image, et le livre, qui à l'inverse déploie dans la durée une espèce de chronologie, d'histoire, ou tout simplement de déploiement comme ça de l'image au fur et à mesure. Donc effectivement, on va avoir, par le phénomène de la transparence ici, ce travail, voilà. Peut-être un petit élément qu'on va retrouver sur la suite, c'est la dimension programmatique du travail de Bernard Villers. Parce qu'effectivement, le travail de Villers est un travail de presque programmatique, au sens, je ne vais pas le montrer, mais le travail de Lewitt, je ne sais pas si vous connaissez le travail de Sol Lewitt dans le livre d'artiste, qui est très important. On est plutôt sur les minimalistes américains, avec des logiques processuelles très, très rigoureuses, à la fois joueuses, mais rigoureuses, hein. 3 couleurs, verticale, horizontale, diagonale, et puis page après page, on déploie les différentes modulations possibles, quasi mathématiques. Il y a à la fois une influence de ce type chez lui, mais il y a quelque chose de beaucoup plus joueur. D'ailleurs, lui-même était écrivain, enfin voulait être écrivain, voulait être poète. Son père était d'ailleurs écrivain. Ça compte, je pense, hein, ce genre de mini-biographie-là, de voir son père, comme ça, travailler à la réalisation des livres qu'il éditait à compte d'auteur. Et lui-même voulait, avant d'être peintre, voulait être écrivain. Donc on pourrait, écrivain-poète à mon avis, hein. On pourrait volontiers avoir une approche poétique du travail de Villers. Et l'influence forte qu'il revendique dans son travail, c'est beaucoup plus que les minimalistes américains, ça va être beaucoup plus l'Oulipo. C'est-à-dire les jeux avec par exemple Queneau ou Pérec, etc. Des jeux processuels avec effectivement des logiques extrêmement rigoureuses, mais qui sont joueuses. Qu'est-ce qui peut-être les différencie, suivez-moi bien, des minimalistes américains? Ça serait peut-être le rapport au hasard. C'est-à-dire que chez Pérec ou chez Queneau, on fixe une règle, elle est très 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 rigoureuse. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais allez voir le travail de Oulipo, vous en trouverez des caisses, hein, des jeux de ce type-là, où on pourrait même remonter à Roussel, peut-être, les travaux de Raymond Roussel un peu plus tôt. Mais quelque part, une fois qu'on a fixé la règle, on ne sait pas trop sur quoi on va tomber. Et ça fait partie, je pense, du jeu et du plaisir de ce que propose Villers. Un autre exemple, voilà, je suis sensible aux décisions très précises de Pérec, de Queneau, de ces artistes qui se donnent de nombreuses règles et qui, dans ces règles, essaient d'être le plus inventif et créatif possible. Ici, donc, on est avec 3, 8. Alors, pourquoi 3, 8 ? Parce qu'on va avoir ici peut-être une revendication plus programmatique et plus de la logique du pli déjà. Je pense qu'on est déjà un peu en train d'arriver sur un deuxième élément fondateur qui pourrait être la question du pli ou de la reliure. Le protocole, c'est 3 carrés de même couleur sur une bande de papier. Imaginez une bande de papier qui, une fois pliée, donne un carré, d'accord ? Et sur cette bande, il va à chaque fois imprimer 3 carrés ensemble. Ces 3 carrés donnent un rectangle. Par exemple, un rectangle de rouge. Ici, le rectangle, vous avez 2 carrés et vous en aurez un troisième qui débordera. Je ne sais pas si je suis très clair. Hein, c'est pas très clair. On ne va pas parler des carrés, on va parler de la bande. On a sur chaque bande de papier une bande de couleur, d'accord, qui est sérigraphiée. Et alors, en fait, chaque page est une double page. Et oui, parce que je ne sais pas si vous savez, un livre, c'est un cahier. Hein, d'accord, ce ne sont pas des reliures en dos carré collé ici, ce sont des reliures effectivement en reliure cousue
ou en agrafé, mais là c'est cousu, hein, d'accord. Donc on va avoir effectivement une grande page, c'est le principe de base un peu du livre. Peut-être d'ailleurs je pourrais montrer, parce que j'aime bien ce travail. Alors du coup je fais un petit saut, j'essaie de le retrouver. Oui, parce que... Alors, le problème c'est que je navigue un petit peu dans mes images. Ah, le voilà. Alors c'est un tout petit livre, je le montre comme ça, je vous comptais le montrer après, mais c'est pas grave, ça me permet de rebondir. C'est un tout petit livre de Éric Vattier. Ah, vous voyez comment on peut être économe hein, en livre d'artiste. C'est un tout petit, c'est format A5. Hein. Ça s'appelle Un livre. Parfait. Gris, hein, donc pas trop de couleurs, comme ça on est sobre. On ouvre le livre, effectivement, et juste à l'interstice, vous allez avoir un mot, un pli. Et c'est tout. D'accord? C'est édité par Un Certain Sens, éditeur de Rennes. Et c'est un livre joueur, hein, effectivement, un peu intriguant a priori. Attendez, je reprends mon fil et puis je reviens. Voilà. Mais je le trouve intéressant dans sa définition minimale. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'un livre? Qu'est-ce qui pourrait permettre de définir au minimal un livre? Bah, c'est pas compliqué. Hein. Je prends ça. Ça y est, j'ai un livre. D'accord? J'ai un livre, c'est-à-dire, effectivement, je vais déjà avoir un recto, un verso, une double page. J'ai une espèce de définition minimale. Après, on peut faire ce qu'on veut à partir de ça. Hein. Mais si là encore, on était sur cette logique poétique, au sens poétique presque, hein, c'est-à-dire de définition du livre par le livre, on pourrait presque s'en tenir à ça. Et Vattier va le faire plusieurs fois, d'ailleurs, lui, il joue beaucoup sur le numérique hein, aujourd'hui, c'est-à-dire il va être sur des livres PDF qu'il met en ligne sur son site. On peut les télécharger, on peut les imprimer sur son imprimante. D'accord ? On n'est pas du tout dans le livre bibliophilique comme ça, cher, au contraire. C'est un livre qu'on peut réactiver, réactualiser dès qu'on le souhaite directement sur son imprimante de bureau. Voilà. Moi, j'aurais presque tendance à dire, mais je m'interroge, je pense qu'un recto verso pourrait suffire à définir le livre. Mais ça serait à voir. Si on cherchait vraiment hein, le moins du moins. T'es pas sûr, toi hein t'as un doute, hein faut le pli. Bon. On peut en discuter. Bon, je passe, mais protocole, hasard, parce qu'en fait, on va avoir une bande, un papier, puis on plie le papier. Et en fait, il ne sait pas dans quel ordre il met les feuilles. Je ne sais pas si je suis très clair. On empile les feuilles, puis on les plie. On va avoir effectivement une espèce de découpe des fragments qui vont du coup se mettre à produire, en plus par les effets de transparence, quelque chose qui est quasiment de l'ordre d'un jeu. Vous voyez là encore la dimension très physique, quoi. La dimension très physique du livre, c'est-à-dire c'est ludique, quoi. Hein, on met une couleur, on en met une autre, ça en produit peut-être une autre, ça fait des transparences, etc. etc. Bon. La nuit tombe, encore un autre exemple ici, avec un rapport, ce serait peut-être un autre élément à voir, c'est le rapport au texte. J'en ai déjà un peu parlé, hein, son ambition de poète ratée ou réussie. Bon. Et ici, un travail qui va être fait en binôme avec d'un côté Bernard Villard et de l'autre David Goudis, qui est un auteur de romans noirs américain, si je ne dis pas de bêtises. Le livre s'appelle donc La nuit tombe, c'est-à-dire 78, et il va prendre une page du livre de Goudis. Je vous donne alors un extrait. Hein. Alors, on ouvre le livre, effectivement, la première page, c'est ça. Hein, c'est un extrait du roman, tel quel, c'est quasiment un ready-made, du roman de Goudis. Et puis le rouge entre en scène. Un rouge éclatant, le capot et les ailes du break de chasse fracassé, le gris dur qui se change en noir, le noir du revolver, le noir qui demeure tandis qu'interviennent de nouvelles couleurs, etc. etc. Et je ne sais pas si vous imaginez, il va prendre cette page comme étant le protocole. Et à chaque fois qu'une couleur apparaîtra dans le texte, le rouge, le noir, etc., ça deviendra effectivement une bande colorée à l'intérieur de son livre. Donc on en voit un petit morceau ici, mais le protocole, là encore, quelque part, qui régit l'organisation, la composition du livre, elle est quelque part donnée à quelqu'un d'autre, à quelque chose d'autre. C'est là qu'il y a une dimension un peu ready-made. Le choix est un choix qui est délégué, mais c'est un choix en binôme. En même temps, il a quand même choisi l'image. Ces jeux de passerelles et de transversales, je trouve qu'ils sont vachement riches. Parce que, étrangement, parfois, l'intérêt qu'on peut avoir à développer un travail, il peut se faire, certes, en référence au médium qui est le sien. Je fais de la peinture, je fais référence au peintre. Mais lui-même le dit qu'il est beaucoup plus influencé par les écrivains dans son travail de peintre que, finalement, par les peintres. Alors ça, c'est intéressant, je trouve. Cette idée que c'est parfois en passant par un champ qui est un champ décalé qu'on va pouvoir se nourrir, quelque part, d'éléments plastiques.
Alors, le principe de ce livre, et je vais avancer un peu plus vite peut-être, le principe de ce livre, c'est donc cette page, l'enchaînement. Le petit détail qui est intriguant, c'est qu'arrivé à la moitié, c'est-à-dire pile poil au centre du livre, donc d'accord, c'est des feuilles pliées, vous avez un vis-à-vis en miroir, de même couleur. Et à partir du milieu, il repart en sens inverse. Et vous voyez que, arrivé à la 4e de couverture, qu'est-ce qu'on a? On a la même couverture en inverse. Puisque Villers Goodies devient Goodies Villers, la traduction française devient l'origine anglaise, la date, origine, livre, livre, origine, enfin, je sais pas si je suis clair, la version de Villers, la version de Goodies, etc. Tout s'inverse quelque part d'un sens à l'autre. Et on va avoir quelque part un jeu sur la passerelle, sur la transversale, sur le passage quelque part d'un livre à un autre, et là encore quand même sur la fabrication du livre, tel que j'ai indiqué tout à l'heure, hein, la pliure, la symétrie, et cette espèce de jeu de renvoi quelque part et de mise en abîme du livre sur lui-même. Voilà. Bon, je passe, parce qu'il y a un petit truc un peu intriguant, mais je vais passer là-dessus. Alors celui-là est très, très bien. Peut-être un tout petit chose que j'aime, je le montre aussi. Alors là, je navigue dans mes archives. Hein. J'y ai repensé hier soir, justement. C'est un livre de Patrick Sauze. Patrick Sauze, je vais vous le retrouver. Ou pas. Ah, le voilà. Tchac. Je ne sais pas si vous voyez. C'est assez amusant, en fait. C'est un livre reliure. Alors, c'est une autre forme de composante. Pourquoi? Parce que le livre est parfaitement blanc. Hein, et simplement, le fil qui permet de relier les pages, c'est le principe de base du livre cousu, hein, deux petits trous, on fait glisser un fil, on serre, et puis on va avoir la masse qui est tenue. Il va sortir de la reliure, et il va se mettre à circuler à travers le livre. Ça fait, je crois, 4, 8 pages, c'est un tout petit livre, hein, et on a, page après page, ce fil qui circule. Et je trouve que c'est un petit geste à la fois graphique, hein, dessiné, mais qui est à la fois assez léger et assez beau, je trouve. D'autant que chaque livre en plus est unique. Hein. Et c'est aussi souvent le cas chez Sauze, hein, chez Villers, je ne l'ai pas dit, mais Villers s'amuse à intervertir le sens des pages. Il y a même un livre, par exemple, où il prend les pages et les jette par terre. Elles tombent toutes, d'accord, dans un sens complètement hasardeux, il recompose un livre. Sauf qu'il y a 100 exemplaires. Donc 100 fois, il jettera les pages pour les remettre, et donc on a 100 livres uniques. Vous voyez la dimension du hasard, hein, on a un protocole, mais on fait jouer quand même le jeu du hasard. Voilà. Bon, j'aime beaucoup ce petit livre de Sauze. Et je vais essayer de retrouver sereinement ce livre-là, qui va un petit peu, je pense, parachever ce qu'on a pu indiquer jusque-là, avec la notion de pli ici qui est rejouée. Le livre s'appelle Spiral in 16. Pourquoi Spiral in 16? Parce que cette fois-ci, on va clairement basculer dans un livre qui assume pleinement on va dire, sa nature de livre plié, puisque là, ça va être le pli in quarto. Je ne sais pas si vous connaissez cette technique du livre, une technique qui est peut-être plus classique. Hein. Vous prenez une grande feuille, vous la pliez par exemple en 4. Vous pouvez la plier en 8 également, hein. D'accord? Ah, il faudrait que je fasse un petit dessin. Imaginez une feuille, hein. Tchac, tchac, voilà. Je me retrouve avec un petit livre. Sauf que le livre, il est bloqué, vous imaginez bien. Hein. Et donc, effectivement, on a ça hein, sur les très beaux livres parfois, où on vous les vend tel quel. Il faut sortir le scalpel, là, et puis il faut l'ouvrir soi-même. C'est d'ailleurs un geste assez beau, hein, assez agréable. Mais en fait, c'est lié à la nature de la production du livre lui-même. Il va faire ici un livre fondé sur ce principe, spirale en 16. Pourquoi? Parce que c'est 16. Le livre est plié en... Non. C'est un cahier de 16. Voilà. Un cahier de 16. Et il va prendre sa grande feuille et il va faire une immense spirale. Pourquoi la spirale? Parce que c'est finalement la forme la plus simple pour occuper chaque fragment et chaque page. Donc il part du plan, vous voyez le côté peintre un peu, hein, il part du plan pour faire effectivement un seul et même signe, et ensuite il va replier l'ensemble, obtenir son livre, découper, et on va, nous, en tant que lecteurs, se retrouver face à une spirale morcelée. Mais dans la nature même des choix qui ont permis, effectivement, il n'y a pas de choix de composition, vous voyez ce que je veux dire? La composition, elle est le résultat du livre lui-même. Alors ça, c'est intéressant. Voilà, du coup, j'avais une petite citation de Mallarmé par rapport à ça. Or, le pliage est, vis-à-vis de la feuille imprimée grande, un indice quasi religieux qui ne frappe pas autant que son tassement en épaisseur, offrant le minuscule tombeau, certes, de l'âme.
J'ai pas compris non plus. Mallarmé, il faut vraiment toujours y aller. Mais c'est super en fait. Parce que Mallarmé, je ne sais pas si vous connaissez un peu le boulot de Mallarmé, notamment la fin de Mallarmé avec le livre. Mallarmé qui est à la fin, un ouvrage qu'il fera jamais, mais qui sera l'emblème d'une espèce de quête quasi mystique sur la nature du livre lui-même. Et il ne faut pas sous-estimer l'influence de ce poète, par ailleurs, mais qui s'est beaucoup intéressé à la question de l'image, sur la nature du livre et sur l'influence qu'il aura par ailleurs sur les artistes du début du XXe siècle. Et notamment sur Villers, enfin, on va en voir un exemple juste après. Mais juste pour rebondir vite fait sur ce que ça pourrait vouloir dire, c'est qu'il y a une dialectique effectivement très forte chez Mallarmé, limite mystique, je trouve. Enfin, vraiment, Mallarmé va chercher très loin quand même, sur la question du vu et du non-vu. Il différencie notamment de manière assez radicale pour lui le journal du livre. Le livre, c'est le pli. Voilà. Pour lui, le journal, c'est la surface. C'est la surface plane, et il y a déjà un petit jugement de valeur. C'est quand même mieux le livre. Parce que dans le livre, il y a l'épaisseur, il y a l'invisible, quelque part. Et il y a toute une espèce de méditation comme ça sur ce qui est vu, non vu, sur cette espèce de pli et de déploiement presque baroque, comme ça, sur la question du regard et de la fabrication même de l'objet. Moi, j'aurais tendance à dire qu'un journal, c'est déjà assez mystérieux, à sa manière aussi. Bon. Ça, après, c'est les enjeux, peut-être plus de Mallarmé et de son époque. Mais Mallarmé, il ne faut peut-être pas tout prendre non plus, mais à voir. Voilà, ben justement, on parlait de Mallarmé, je pense que ce sera le dernier livre que je présenterai ici, non, l'avant-dernier de Villers, et on va y passer beaucoup de temps en fait. J'ai prévu pour 2 heures, donc je m'arrêterai, je vais vous laisser aller manger à un moment. Avec Mallarmé ici, qui reprend effectivement, le livre s'appelle Mallarmé, 1897, et le livre est de 79, c'est encore un in-quarto, mais cette fois-ci il n'est pas coupé. Et il expose donc à nouveau ce qu'est un livre. Et c'est la phrase que j'ai donnée tout à l'heure. Or, le pliage est vis-à-vis de la feuille imprimée, etc. Cette phrase va être découpée en morceaux, d'accord, en fragments, qui vont occuper chacun une partie. Sauf que, une fois plié, le livre, la phrase est complètement démantipulée. La seule chose qui vous reste, là ici on est au centre du livre, on a 1, 2, mais si vous prenez ensuite le livre dans le sens après pliage, vous aurez 5, 8, 13, 4, 9, 12, 1, etc. etc. C'est-à-dire que la phrase elle-même, parlant du pliage, par Mallarmé, va être elle-même quelque part déconstruite, décousue à l'intérieur même du geste du pliage. C'est un livre qui est presque un peu plus didactique, je dirais, par rapport aux autres. Il énonce clairement le protocole qu'on a vu par ailleurs. Il est tout petit, un tout petit livre, je crois que c'est un A4 qui est plié, donc il devient vraiment un tout petit format, mais il a le mérite, je trouve, d'être extrêmement clair par rapport à tout ça. Allez, j'avance un petit peu et je vais terminer sur une autre question. C'est la question du papier. Effectivement, on l'a vu avec le papier pelure. On a ici un livre, je trouve, qui est assez amusant, qui s'appelle Portrait de papier. On est en 92, avec ce travail, donc toujours de Villers, sur des papiers imprimés sur papier. C'est-à-dire que ce sont des scans, des photographies de papier, de matière de papier, qui vont par ailleurs être imprimés sur différents types de papier. Et il y a un jeu, je trouve, qui est assez amusant sur la question de la trame, le papier japonais, etc. Et il y a un jeu aussi, quelque part, sur l'image. Bon, je ne sais pas trop comment il faut rentrer là-dedans, mais cette idée de faire l'image de ce sur quoi on pose l'élément. C'est-à-dire on a la matière elle-même, mais on va mettre l'image de la matière sur la propre matière. Il y a une espèce de petit vertige comme ça de la représentation et de la présentation qui s'opère directement sur le support du papier lui-même. J'avais mis ça en vis-à-vis effectivement avec un livre de Bartolini où on a cette fois-ci quelque chose de beaucoup plus Arte Povera. C'est un artiste qui est plus inscrit dans l'Arte Povera pour montrer peut-être la différence. C'est juste un papier plié ici. C'est une espèce de papier craft très matiériste qui est plié tel quel. Le livre ici c'est une simple matière. Je trouve qu'il n'y a peut-être pas le même enjeu et la même peut-être aussi ambition que ce qu'il y a chez Villers. On a quelque chose ici de plus matiériste, plus Povera. C'est vraiment un livre objet ici qui est présenté en tant que tel, avec la matérialité du papier qui est présentée comme sujet quelque part principal. Voilà en gros pour les enjeux un peu fondateurs. Je vous propose maintenant peut-être plutôt d'aller voir du côté du livre. Du livre en tant que revisitation des genres, d'accord ? J'avais un petit peu indiqué en début, ça serait la deuxième manière pour nous d'aborder
et on va la voir de deux manières différentes elle-même. La revisitation des genres, c'est ce que je disais un petit peu en introduction, c'est cette idée que, étrangement, aussi radical soient ces artistes, enfin pensez à Ruchet ou tous les autres, hein, aussi radical soient-ils dans leur pratique personnelle de plasticien, quand ces artistes-là abordent le livre, il y a au contraire le désir et le souci d'aller s'approprier le livre dans son histoire propre, c'est-à-dire d'embrasser, en même temps qu'ils embrassent l'objet livre, non pas justement l'idée de faire des beaux livres, c'est-à-dire toujours inverser le rapport. Il ne s'agit surtout pas de tirer le livre dans le champ de l'art, de faire des beaux livres, tirages limités, etc., des sérigraphies, bidules, bon, mais il s'agit au contraire de tirer l'art dans le champ de l'édition. Et donc, au contraire, de disséminer, comme ça, de parasiter les pratiques de l'art du point de vue des pratiques de l'édition. Le multiple, la dissémination, le rapport à la palpation, le rapport comme ça à la... bon, tout un tas comme ça de pratiques propres au livre qui vont pouvoir se disséminer. Donc, du coup, ils vont s'approprier aussi les genres propres au livre. Et que ce soit... voilà, le livre pour enfants, le manuel de langue, l'atlas. Même j'avais récupéré, je ne sais pas si je vais le retrouver. Ça encore, c'est des choses qui me sont venues hier. Est-ce que je vais la voir? Ah, voilà. Johan Gerner, je ne sais pas si vous connaissez, qui est le prix Drawing Now de l'année dernière, on s'en moque, mais qui est un artiste plutôt issu du dessin, de la bande dessinée, qui a fait un travail que moi j'aime énormément. Ici, je ne sais pas si vous reconnaissez, c'est Tintin en Amérique. Hein, et le principe de ce travail, c'est très simple. Hein, c'est il part de Tintin en Amérique, donc il prend le livre vraiment tel quel, et il va recouvrir des parties. Hein, donc il s'approprie un livre déjà existant. Donc c'est peut-être déjà un petit peu différent, parce que là, vous voyez, c'est un livre particulier. C'est pas un genre. C'est pas juste un atlas ou un manuel pour enfants. C'est un livre qui est le livre de Hergé, etc. Mais on va être à peu près dans le même territoire, c'est-à-dire un livre à partir d'un livre. Et quelque part, cette logique-là, elle va être, je vais vraiment en parler beaucoup, donc je fais une petite intro vite fait, mais je pense qu'elle est importante parce qu'elle a été d'une part extrêmement présente, pas forcément dans le champ du livre d'artiste d'ailleurs, mais dans le milieu universitaire français dans les années 60-70, des gens comme Foucault, comme Barthes, ou même Deleuze n'arrêtent pas de réfléchir à la question, pour le dire vite, de la mort de l'auteur, ou de l'intertextualité, la transtextualité, c'est-à-dire cette idée qu'un livre, qu'est-ce que c'est? C'est un livre composé d'autres livres. Tout livre est en fait le fruit de la recomposition mentale de fragments de livres que par ailleurs on aura lus avant. Et ça c'est très intéressant parce que ça met un bon coup de bambou à l'idée de l'artiste un peu génial, un peu omnipotent, qui serait comme ça le créateur absolu et inattendu d'une œuvre, etc., etc. Ça rappelle que tout livre est avant tout quelque part la recomposition, la reconstruction, la cuisine comme ça à partir d'une somme de livres qu'on aura par ailleurs lus. Il n'y a pas d'artiste du livre sans lecteur, hein. C'était un peu l'introduction là aussi de ce travail d'aujourd'hui. Et puis du coup, voilà, cette espèce de possibilité à tout moment qu'on va avoir aussi de s'approprier des livres existants de manière explicite. Ici, on reprend Tintin, et de Tintin, Gerner va développer effectivement un travail de recouvrement, c'est-à-dire qu'il recouvre des éléments, on est un petit peu flou, on aura un peu plus de netteté, pas beaucoup plus. Il recouvre des parties de la page et il en garde d'autres. Et à partir de là, il reconstruit une nouvelle histoire, une nouvelle œuvre. Et il y a quelque chose d'extrêmement réconfortant, je trouve, notamment après toutes les théories un peu postmodernes, déprimantes des années 70-80 de Lyotard et compagnie, qui nous expliquent que tout est surface, que finalement toutes les reprises sont vouées à une espèce de finition, comme s'il n'y avait plus d'histoire, etc. Là, il y a un rapport plus ludique, plus joueur, sur l'idée que toute œuvre peut donner lieu à une nouvelle œuvre. Et on peut à tout moment effectivement prendre et reprendre des choses qui par ailleurs existent. Ça ne veut pas dire qu'on est soumis à elles, ça ne veut pas dire quelque part que l'ADN de ce qu'on va faire est comme ça contraint. Au contraire, ça veut dire qu'on est en permanence dans la possibilité de créer, de recréer, de re-recréer à partir d'un matériau qui est peut-être pas fini d'ailleurs, mais on pourrait dire fini, mais en fait il est infini puisqu'il ne va cesser de s'alimenter lui-même, de singularité en singularité, de reprise en reprise, on ne cesse de pouvoir produire et reproduire. C'est un peu l'idée en creux, quelque part, post-structuraliste ici, de pouvoir faire du livre à partir des livres. Et d'avoir cette poétique du livre, mais d'une manière extrêmement étendue. Alors un autre exemple, ici, je le montre tant que je l'ai sous la main, même si je comptais le montrer après, c'est Laurence Aegerter et Tienhoven. Alors c'est peut-être pas très clair ici. En fait, ils ont repris un livre de Triste Tropique, hein, de Lévi-Strauss, qu'on connaît tous, qui avait été édité donc avec des photographies. Ils vont reprendre ce petit livret de photographies et ils vont les transposer dans leur vie quotidienne.
Donc vous voyez par exemple, on va avoir effectivement ici, et puis la même chose, qui va être repris quasiment à l'identique dans la situation de vie qui est la leur à leur époque. Et on va avoir des transpositions qui sont des transpositions un peu joueuses, un peu absurdes, anachroniques, transtemporelles, mais qui quelque part reprennent une matière préexistante pour lui redonner un sens nouveau. Et ce jeu quelque part de vis-à-vis ici, il est parfaitement, voilà, il est à la fois joueur, mais il fonctionne aussi dans cette logique de réappropriation. Un autre exemple, peut-être plus sur la question du genre, c'est Claudia Hart, avec un livre qui s'appelle Le Petit Machiavel illustré. Alors Machiavel, je ne sais pas si vous connaissez tous, c'est quand même beaucoup plus la tactique quand même pour écraser les autres que la brave petite éducation de l'enfance, quoi, hein. Donc elle va s'amuser à reprendre les typologies du livre pour enfants, le livre éducatif, d'ailleurs un peu 19e, hein, un peu vieillot, etc. Elle s'approprie, elle se glisse presque dans les vêtements du livre d'enfant, pour aller quelque part le reconduire dans un propos qui pour le coup là est nettement plus, je pense qu'il vaut mieux pas mettre ça entre les mains d'un enfant, puisque ça vous explique par A et plus B comment est-ce qu'il faut faire pour devenir le meilleur en montant à tout le monde, enfin, toute la logique machiavélique effectivement déjà présente dans le bouquin d'origine, Le Prince. Voilà. Qu'est-ce que je vais revenir un peu. Je pense que je vais continuer à basculer d'un livre à l'autre et puis je vous... Oui, dis-moi Patricia. C'est Claudia Hart, H-A-R-T, Claudia Hart, Le Petit Machiavel illustré. La plupart de ces ouvrages, enfin je le dis au passage, ils peuvent, s'ils ne sont pas épuisés, ils peuvent se commander en librairie, hein. C'est important à noter, hein. Ce pas des ouvrages, alors ils ne sont pas tirés à 10 000, mais ils peuvent très vite être tirés à 1000, 1500 exemplaires. Et il suffit que l'éditeur n'ait pas épuisé les stocks, il suffit ensuite de les commander chez un libraire, on peut les trouver. C'est important à noter quand même, hein, cette dimension non sacralisée et pas trop coûteuse aussi de l'objet en tant que tel. Bon, je passe ici, c'est Warhol, mais ça serait intéressant. Je me permets de passer Oldenburg, bon, je passe aussi. Là encore, le petit jeu de livre pour enfants, on est un peu chez les pop, hein, qui va reprendre des petits dessins faits dans des carnets comme ça, puis les présenter d'une manière un peu joueuse. Ah, il y en a un que j'aime beaucoup aussi, puisqu'on est un petit peu dans le registre de l'enfance. Si je le retrouve, c'est un livre de Patrick Serrandour, qui par ailleurs a beaucoup travaillé sur cette question du jeu de l'image. Ah, le voilà. Clairefontaine, d'accord. C'est édité avec Clairefontaine d'ailleurs, c'est marrant. Clairefontaine, vous voyez le genre. Alors là, c'est presque plus qu'un genre, parce que c'est presque une matière en tant que telle. C'est des carnets, d'accord, de Clairefontaine, hein. Donc c'est effectivement des carnets à quadrillage qu'on peut utiliser comme n'importe quel carnet. Sauf qu'en fait, si vous regardez dans le détail, les lignes ne sont pas droites, d'accord. Et en fait, c'est un qu'il a fait avec des enfants, où il a proposé à des enfants, dans une école primaire, de travailler à partir de calques pré-quadrillés et de refaire eux-mêmes, sans règles, le cadre, qui d'ailleurs constitue, je pense pour eux aussi, un imaginaire de rigueur et de respect. Donc il y a une espèce de jeu à la fois à respecter le cadre mais sans le respecter, à reproduire et à refabriquer eux-mêmes un livre qui par ailleurs du coup devient un peu... Voilà. Vous voyez toujours à nouveau ce jeu un petit peu de la contamination, de reprendre un code préexistant, un livre même, ici même une marque préexistante, pour par ailleurs ensuite le renvoyer dans un registre qui n'est pas le sien. Tant que je suis par là, je vous montrerai volontiers un livre... Tchac. Bon, je vais naviguer très librement. C'est plus simple. Alors, voilà le fameux 26 Gasoline Station. Oui, quand même, j'avais bien montré une fois. Bon, 26 Gasoline Station de Édouard Rucher, donc je ne vais pas trop rentrer dedans. 62, ici, c'est l'édition de 62, avec des stations essence, 26 stations essence, etc. Quelques pages blanches à la fin, si je me rappelle bien. Aucun texte, si ce n'est simplement le texte de présentation. Livre historiquement fondateur, mais vraiment je ne vais pas rentrer là-dedans. Très, très déceptif, hein, honnêtement, et bizarre. Hein. Il est bizarre, il est tout petit. D'ailleurs, c'est intéressant, je parlais en toute introduction le rapport au livre. C'est plutôt un artiste pop, conceptuel quand même, Rucher. Hein. Il y a des bouquins qui ne sont pas évidents quand même à aborder. Mais lui-même parle, dans la fabrication de ce livre, des semaines et des semaines qu'il a passé à trouver le bon format. L'imprimeur n'en pouvait plus. Il n'en pouvait plus, l'imprimeur. Je crois qu'il a changé une dizaine de fois de maquette.
Donc il a agi à chaque fois chez l'imprimeur pour dire ah non, en fait c'est un peu trop grand, puis là c'est un peu trop petit, etc. Mais vous voyez comment ici, c'est un livre qui est assez petit, vous le voyez de l'extérieur, honnêtement, il a rien de particulier, il est très banal. Mais ça fait partie aussi de l'histoire du livre d'artiste. C'est la banalité exceptionnelle. C'est un livre qui est exceptionnellement banal. Bon, hein, il est tiré comme n'importe quel livre, il pourrait être diffusé à la FNAC. Je pense que ça ne poserait pas de souci en tant que tel à Rucher, sauf qu'il est absolument énigmatique. Quand vous l'ouvrez, il est vraiment bizarre quand même. Hein. Voilà. Bon, je passe là-dessus. Là où je passe pas, en fait, c'est par exemple les reprises. Une autre forme, je parlais du genre, je vais naviguer entre ces deux registres. Le livre spécifique repris, et puis le livre comme genre, le livre d'Atlas, etc., repris également. Ici, c'est vraiment un livre particulier avec Joachim Schmidt qui va reprendre des livres de Rucher. Alors ici, c'est un peu particulier, c'est les parking lots, puisque ce qu'on a vu avec les stations essence, Rucher va le faire par ailleurs avec des parkings. Sûrement le côté pop art années 60, hein, photographie des stations essence, des parkings, etc. Bon, bref. Et Joachim Schmidt reprend les livres et les localisations des parkings, par exemple ici pour le livre des parkings de Rucher, mais vu par Google. Donc c'est juste une espèce de jeu du livre par rapport au livre. C'est surtout là-dessus que je voudrais insister, c'est-à-dire cette idée qu'on... Et ça, étrangement, quand on regarde l'histoire du livre d'artiste, je trouve qu'on le retrouve énormément. Peut-être plus que dans le champ de l'art contemporain. Alors ça, je trouve ça intéressant aussi, c'est-à-dire, j'en parlais au tout début, j'espère que je ne me perds pas trop, hein. J'en parlais un petit peu au tout début, qu'est-ce qui fait que le livre d'artiste interroge l'art contemporain? Ouais, c'est ça qui me plaît aussi énormément dans le livre d'artiste, c'est une pratique qui interroge beaucoup les pratiques par ailleurs qui ont lieu dans l'art contemporain. L'art contemporain reste quand même aujourd'hui beaucoup un lieu où on sacralise les objets, qu'on le veuille ou non. Il y a une importance quand même du monumentalisme, de la pièce rare, du marché, qu'on le veuille ou non. Le marché de l'art reste quand même assez déterminant. Dans le livre d'artiste, quand vous vendez des bouquins à 15 €, la question du marché, elle est relativisée de manière assez forte. Et la question du multiple, et aussi du coup la question de l'auteur. Même si la question de l'auteur a été remise en question dans le champ de l'art contemporain depuis ces 50-60 dernières années, on n'arrête pas de la remettre en question, dans le livre d'artiste, elle est lourdement remise en question. Et d'une certaine manière, cette logique de la citation, on la retrouve énormément. Il y a eu une expo chez Gagosian il y a quelques années, il n'y a pas longtemps, 1 an je crois, ou 2 ans, autour de Rucher & Co, où il montrait tous les livres qui ont été faits à partir de Rucher depuis une 50aine d'années. Mais il y en a des dizaines. Mais c'est incroyable de voir à quel point ce livre a produit d'autres livres. Et ça, c'est réjouissant. Parce que ce n'est pas du tout des livres hommages, oh mon Dieu Rucher, que j'aime ce que vous faites, que vous êtes beau, etc. C'est beaucoup plus une logique très libre de circulation dans l'histoire, d'appropriation, de citation, d'irrévérence même, qui se nourrit quelque part, de manière très décontractée, du travail de l'autre. Et quelque part, ça n'handicape pas la possibilité d'être soi-même l'auteur d'un auteur, ou quelque part de s'en moquer aussi. Moi, j'en serais presque là, hein. On s'en fout. Il y avait un autre livre aussi auquel j'ai pensé hier. Ouais, c'est un peu poussif, mais je vais le montrer. C'est Salinger et c'est Richard Prince. Richard Prince, qui est un grand artiste contemporain. Tchac. Alors, The Catcher in the Rye, hein, c'est l'attrape-cœur, merci, de Richard Salinger. Oui, Salinger. Et c'est la première édition, je crois, de 55, je suis pas sûr. Sauf que je ne sais pas si vous voyez. D'accord. Donc il a repris exactement le même livre. Je ne vais pas rentrer trop dedans parce que je ne le connais pas bien ce livre, mais il a repris le même livre, sauf qu'il l'a signé. D'accord. Donc là, on est au bout d'une espèce de logique des surfaces à la pop, mais en même temps c'est intriguant. Hein. C'est-à-dire que vous ouvrez le livre, c'est exactement le même. Hein. C'est simplement que Richard Prince, un grand artiste contemporain, a signé de son nom ce livre-là. Donc on joue ici, bien entendu, sur qu'est-ce que je signe. C'est une espèce, peut-être encore un geste post du Champien sur le rapport à la signature, au ready-made, etc. On pourrait sûrement arguer de tout ça. Mais alors ce qui est marrant, c'est que Salinger n'a pas porté plainte, hein, alors qu'il a porté plainte contre un livre qui a été rédigé par un romancier qui a donné une suite à l'attrape-cœur. Il a fait une suite possible, et là, Salinger a porté plainte. Alors, je ne sais pas très bien qu'est-ce qui fait qu'à un moment on porte plainte ou pas. Voilà, on pourrait parler du droit d'auteur aussi, hein, mais on ne va pas le faire. Tu sais, Quentin, oui, dis-moi. Cervantes, quand il écrit son 2e tome du Quichotte, il est furieux parce qu'il y a 10 ans qui se sont passés entre le premier Quichotte et le 2e. Oui. Et il y a quelqu'un, Avignalena, qui a pris comme ça
le droit, disons, d'écrire à sa place en disant voilà les aventures qui vont continuer. Et il était tellement furieux parce qu'il avait déjà commencé Cervantes à écrire qu'il a fait un truc de génie. Il a intégré les personnages et les situations inventées par le faux, par celui qui a continué son œuvre, en disant voilà, maintenant dites-moi si vous reconnaissez, je suis le vrai Quichotte, n'est-ce pas? Et donc Cervantes récupère ce faux dans son deuxième roman et fait un roman extraordinaire, extraordinaire sur l'illusion, sur la réalité du monde. Bien sûr. Et qui ça fait 400 ans, 1600, donc 400 ans. Et c'est un livre d'aujourd'hui. Bah oui, bien sûr. Fondateur. Bien sûr, bien sûr. Un livre fondateur. C'est super. Bah oui, oui. Et je trouve qu'il y a une logique. Moi, dans la pratique, et puis je vois que j'ai fait un petit tiers de ce que j'avais prévu, hein, mais je vais vous libérer avant, hein, rassurez-vous. C'est une logique, moi, que je vois aussi même quand on travaille en cours. Hein, c'est une logique que je trouve toujours très bonne, de partir de quelque chose aussi, de s'autoriser à partir de quelque chose. Ça peut partir de tout. J'ai hésité même à faire plein de photos de livres que par ailleurs ont produit plusieurs de mes élèves, mais on peut partir d'un bouquin de cuisine. Voilà, j'ai un bouquin de cuisine, je ne sais pas pourquoi il m'intéresse. Un objet trouvé dans la rue, je trouve un vieux livre dans la rue. Ah, je sais pas, il y a un truc, machin. À un moment, cette idée aussi de... Je crois que c'est Deleuze qui disait ça, on est toujours au milieu d'une ligne. Hein. Ne pas faire le point, mais tracer une ligne. Hein, je cite de mémoire. Cette idée qu'on est toujours sur des lignes, déjà. Hein, on est toujours en train de s'approprier une matière culturelle et puis de la relancer vers ailleurs. On n'est jamais en train de faire le point comme ça, essayer de créer une origine en permanence. C'est épuisant. Et plastiquement, c'est pas toujours judicieux. C'est-à-dire on peut s'autoriser aussi cette espèce de recréation permanente. Alors, un petit exemple, je continue, j'en montre 2 ou 3, puis on s'arrêtera quand... Je sais pas, on se laisse un quart d'heure encore. Hein. La déroute de Cimaric, hein, avec effectivement un travail qui a été fait dans le quartier d'Ampalo. C'est exactement le même livre que La Redoute, bien entendu, sauf que ce sont des photographies qui ont été prises de personnes vivant dans le quartier d'Ampalo. C'est quasiment un portrait du quartier d'Ampalo. On a la même mise en page, le même papier, la même épaisseur, tout pareil, le même format, sauf qu'effectivement, vous avez simplement des photos de gens. Hein, c'est une espèce de portrait comme ça, un peu démocratique presque, d'une population étendue, parce que vous avez des milliers de photographies. C'est pas juste un portrait de groupe, c'est un portrait individualisé d'un maximum de personnes habitant un lieu à un instant T, quoi. Donc c'est une manière, quelque part, et Dieu sait, si on instrumentalise la question de la représentation des quartiers, il faudrait que la démocratie arrive dans les quartiers populaires parce que machin bidule. Là, à un moment, on fait ça, on y va, on voit les gens, on prend des photos, on discute, et on fait un livre où on les donne à voir, page après page. Ça aura un usage probablement interne. Oh, regarde, je suis à la page 349. Et puis, ça, je trouve que c'est une très belle représentation. Voilà. Tous les éléments, ensuite, texte, vont être simplement là pour, on va dire, alimenter l'heure de la prise de vue, le lieu, le nom des personnes, tout un tas d'éléments un peu de renseignement autour de ça. Ça, j'aime beaucoup. Hein. Moi, c'est très pop, c'est très simple, en même temps, c'est très politique, hyper efficace. Un autre exemple, Christian Boltanski avec Sans souci. Vous voyez, ici, c'est le livre de photos, quoi. Hein, livre de photos de famille, sauf que, bien sûr, chez Boltanski, vous imaginez, ce sont en fait des nazis. Hein. Des nazis, c'est des photos de nazis, mais à Noël, en vacances, sur un banc, etc. Donc c'est un peu tendu. Hein. Une fois qu'on a compris de quoi il s'agissait, on se retrouve avec un objet ambigu. Mais vous voyez que la source, quelque part, formelle du livre, sa maquette, le choix des papiers, même le papier calque, etc., c'est un livre de photos. Hein. C'est vraiment l'album de photos qu'on peut par ailleurs tous avoir éventuellement dans ces étagères ou que sais-je. Mais c'est la réalité, non? Enfin, je veux dire, bah oui, oui, oui. Non, oui, bon, moi j'ai vécu dans une famille de fachos, donc je veux dire. Bah oui, oui. Bon, après, il y a un jeu... oui, donc justement, c'est intéressant. C'est intéressant. C'est pas un truc loin de nous, c'est en nous aussi. Ah oui, oui. Oui, complètement. Donc, il ne faut pas à chaque fois l'extirper de... Comme les fascistes, ils sont en dehors. Non, non, enfin, il y a aussi le fascisme en nous. Oui, après c'est tout le travail de Boltanski hein, sur la question de la mémoire collective, mémoire individuelle. Bon, je passe, comme ça je montre plein de petits exemples. On a un petit peu le mode d'approche, hein, en gros, que j'ai pu définir maintenant. Puis je pense qu'on va essayer d'avancer un peu pour que je puisse faire une petite conclusion à la fin quand même. Muriel Bordier avec, effectivement, vous voyez ici une typologie. C'est la carte lourde, limite. Hein, c'est le truc de voyage, avec même la recolorisation à l'aquarelle de photos en noir et blanc. Donc là encore, il y a une esthétique, il y a une maquette qui est le fruit de... Le principe, attention, c'est qu'elle voyage à chaque fois dans un pays et elle se représente elle-même sur chaque photo. Hein. Je ne sais pas si vous voyez. Elle est toujours présente, avec parfois une rose. Hein, donc elle est un peu l'étalon de mesure. Hein, voilà. Ah, ben ça, je le présente quand même, vite fait.
Ça, c'est le livre que j'ai réalisé avec Jean-Baptiste Farkas, qui s'appelle IKEA Service, hein, c'est son nom de travail, on va dire, et qui a consisté effectivement à activer des protocoles. Alors peut-être je vais présenter vite fait le travail d'avant de Farkas. Je vais me permettre ça. Et parce que j'aime beaucoup son travail. Tchac, est-ce que je vais le retrouver? Je vais le retrouver. Oui, le voilà. Tchac. IKEA Service, 68 pages de passage à l'acte. Alors, c'est un manuel. Vous voyez à nouveau, hein, c'est un manuel en fait. Hein. Il y a la référence à IKEA avec le H en plus, bien entendu. Et il y a cette idée de ralentir, c'est-à-dire que, en gros, pour faire très vite, Jean-Baptiste en fait inverse les rapports de production et il crée des modes d'emploi, des espèces de services applicables au quotidien. Donc, ce sont des petites phrases très simples. Vous voyez, alcool interverti, attention, ça va faire mal. Par exemple, pour un vernissage, il va proposer d'intervertir les contenus des bouteilles. Donc c'est des petits gestes comme ça, extrêmement discrets, mais qui peuvent être ensuite activés dans des situations de vie, des situations artistiques particulières, etc. Donc c'est vraiment des petits modes d'emploi hein, qui peuvent ensuite être activés. Pour mettre en scène son livre, il va directement s'approprier la forme du mode d'emploi et du manuel. Et là encore, il y a un jeu assez ludique finalement, hein, sur la forme du livre, qui joue sur son contenu, qui lui-même est un contenu de contrebande. Hein. C'est vraiment un travail presque sur le hacker de la vie sociale, qui consiste, il a fait comme ça, le dernier qui m'avait raconté que c'était pas très bien passé, c'était au Palais de Tokyo, il est invité à travailler au Palais de Tokyo, bon très bien, il propose pour le soir du vernissage, que toutes les personnes chargées de servir les gens fassent tout ce qu'ils font d'habitude, mais très lentement. D'accord? Donc vous imaginez un pastis. 10 minutes plus tard, vous n'avez toujours pas votre pastis. Au bout d'une demi-heure, ça a été l'émeute au vernissage. Les gens passaient de l'autre côté du comptoir, ça gueulait dans tous les sens, etc. C'est typiquement le genre de choses, quelque part, que Jean-Baptiste cherche souvent, c'est-à-dire il veut vraiment rendre visible une situation sociale qu'on ne voit plus en la désossant de l'intérieur. Voilà. Il avait fait pareil aux abattoirs, invité à travailler pendant le printemps de septembre. Il propose à ce que toutes les personnes qui travaillent aux abattoirs pendant une semaine fassent tout ce qu'ils font d'habitude, mais très lentement. D'accord? Donc si on doit déplacer une peinture de la salle A à la salle B, normalement c'est 15 minutes, là ça leur prendra une journée entière. Donc vous voyez, c'est tout à fait le genre de choses. Ça donne des protocoles. Et du coup, je reviens sur le deuxième livre que je vous présente ici. Check, le voilà. C'est un livre, je ne sais pas si vous reconnaissez. Non? Bon, vous ne reconnaissez peut-être pas. C'est un livre très connu. Non, je vous le présente vite fait. C'est Esthétique relationnelle. C'est Nicolas Bourriaud, voilà. Je vous le montre. Tchac. Voilà, ça c'est le vrai livre. D'accord? C'est le vrai livre d'origine. D'accord? Ça s'appelle Esthétique relationnelle de Nicolas Bourriaud. C'est un des livres de critique française, French Touch, un peu contemporaine, sur l'art contemporain, le plus connu dans le monde en tout cas. Quand vous allez à la librairie du MoMA à New York, par exemple, le seul livre français traduit sur l'art contemporain, c'est souvent Bourriaud avec l'esthétique relationnelle. C'est un grand, voilà, pour ceux qui, dans les années 90 en tout cas, c'est un livre qui est très 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 connu. Et bon, je passe par ailleurs sur le projet, mais qui était vraiment passionnant. C'était des activations de service de Jean-Baptiste. Et à un moment du projet, il a dit bah, très bien, il va falloir que le maquetteur, enfin que le graphiste de la maison d'édition Édition Autre Chose, c'était un peu moins, hein, graphiste aussi, il faut absolument qu'il active un service. D'accord? Donc je me suis retrouvé à activer un service de Jean-Baptiste Farkas qui consistait à s'approprier une œuvre déjà existante. On a choisi comme livre le livre de Bourriaud. Et c'est devenu quelque part la coquille, la forme dans laquelle on s'est glissé. On a repris la couverture, on a changé bien entendu après tous les éléments nécessaires. On a donné un nouveau titre, on a mis la maison d'édition, etc., etc. Et tout le livre ensuite a été conçu à partir de ça. La même maquette, alors pas tout à fait, hein, je ne sais pas si vous voyez, en fait on a scanné une double page du livre de Bourriaud à la bibliothèque des Beaux-Arts de Toulouse. C'est déjà une petite différence, mais bon. Et le livre de Bourriaud fait 128 pages, celui de Jean-Baptiste fait 128 pages. Le contenu n'a rien à voir, hein, on est d'accord? On s'est juste greffé dans la forme. Et on a choisi la même typo, le même truc, etc. On a reproduit même les petites marques du livre de bibliothèque.
le tampon, etc., etc. Donc il y avait un jeu, là encore, presque poussé jusqu'à l'excès, de l'appropriation d'une forme qui était déjà existante. C'était même plus, c'était l'appropriation d'une forme à la bibliothèque. Je ne sais pas si je suis clair, c'est le livre du livre. Alors on est un peu dans le livre du livre du livre, ça ne s'arrête pas, quoi. Et pourtant, ce qui est produit et ce qui est montré est complètement différent au final, ça n'a à peu près rien à voir, très peu, avec le livre de Bourriaud en tant que tel. Et quel contenu vous avez mis dedans? Alors, le contenu, je vais pas trop rentrer dedans, mais je peux y aller, c'est une cinquantaine d'activations de services de Jean-Baptiste par des gens. D'accord? Donc, c'est des gens qui ont activé des services. Par exemple, qu'est-ce que je peux te montrer? Upgrade fatal. Renforcer au point de les rendre toxiques, des plaisirs qu'on s'accorde, des contraintes qu'on s'impose, des peines qu'on s'inflige. Ça, c'est le mode d'emploi numéro 12 de Jean-Baptiste, il y en a une bonne centaine. Et là, c'est quelqu'un du coup qui a fait un footing au plus loin du plus loin. C'est tout bête, hein, il a fait 40 bornes et il s'est fait... voilà. Donc il est allé vraiment jusqu'à l'extrême, c'est quasiment SM, hein, là c'était un peu... voilà, il est allé jusqu'à l'extrême du possible de ce que pouvait lui permettre son propre corps. Si je citais Brigitte Dalava, Brigitte, elle a activé une marche. Ouais, elle a fait une marche, c'est un super boulot, qui a consisté effectivement à marcher le long du périphérique, voilà, à Toulouse, en activant, je ne sais plus c'était quel service, je ne l'ai plus en mémoire. Mais honnêtement, c'est difficile à résumer. Le livre est derrière, hein, si ça vous intéresse, il est en vente. Il est en vente, il est posé sur la petite table, et il y a une cinquantaine, c'est vraiment... Sur les territoires qui n'avaient pas... Voilà. Faire une performance pour éviter d'être sous le coup de la loi, c'était un petit peu... C'est ça, oui. C'est transformé en performance ou transgression. L'art permettant de justifier un acte antisocial. Ouais. Utiliser l'art pour justifier un acte antisocial ou un acte réprimandé par la loi. Donc elle était sur un chemin interdit, etc. C'est difficile à résumer, mais honnêtement, je vous conseille, très modestement, parce que je suis directeur éditorial sur ce bouquin, je vous conseille de lire, moi je trouve qu'il est vraiment passionnant, et les résultats, moi j'ai été vraiment bluffé. 50 activations très intimes de gens qui, voilà, quelqu'un qui va brûler ses journaux intimes, il y a des trucs péchus, hein, mais toujours on part d'un protocole, on s'approprie, vous voyez, c'est toujours d'appropriation, on s'approprie un travail de Jean-Baptiste pour faire par ailleurs un travail qui est finalement personnel à la fin, quoi. Finalement, la notion de l'auteur, on s'en fout. Et c'est pour ça d'ailleurs que Jean-Baptiste n'a pas signé le livre. Il a signé avec Ikea Service, qui est un nom de structure supérieure, une métastructure comme ça, méta-individuelle, qui rassemble des projets artistiques que par ailleurs il signe, hein, au final quand même. Bon. Allez, je vais en montrer encore un ou deux, puis je pense qu'il va falloir que j'envisage déjà de vous libérer. Alors, livre de prière, je passe. Livre d'apprentissage, c'est un polonais, c'est un peu flippant en version communiste, mais livre d'apprentissage de l'anglais. Bon. Alors ça c'est particulier, c'est quelqu'un qui imagine la fin de l'art. Il dit que l'art a disparu et que les artistes sont devenus des prestataires de services. Et il imagine des prestations de services. Par exemple, un artiste du land art qui vous donne des conseils en jardinage. Voilà. Et donc on va avoir quasiment un livre catalogue qui va lister comme ça différentes artistes, différentes fonctions, en fonction de différentes, etc. Voilà, Marcel Brotters, je vais passer. Ça, c'est un livre d'éducation. Alors, il est assez particulier, il s'appelle Family, c'est Burgin. Vous voyez, on a l'impression d'avoir un livre pour enfants, hein, avec un texte à gauche, une image, surtout la présence des lettres, comme ça, qui sont réduites. Sauf qu'en fait, ça ne marche pas. D'abord, les lettres ne correspondent pas aux images, qui ne correspondent pas au texte à gauche. On commence mal, donc on lit le livre, on ne comprend pas trop. Les lettres ne sont pas dans l'ordre alphabétique, elles n'y sont pas toutes. En fait, c'est un livre de pouvoir, assez étrange. Là encore, c'est assez joueur. Il reprend une forme d'enfance pour parler de la propagande, en fait. C'est un livre assez politique. Je ne sais plus quelle est la date, ça doit être 77. Je vais aller vite. Hein. Les textes, souvent des textes assez engagés. Le premier mot du texte donne le mot de la page. C'est la seule raison qu'il les relie. Hein. Il n'y a pas d'autre raison. Ce sont des textes, souvent des citations, qui parlent quand même d'enjeux très politiques. Sur la société, le rapport à l'image, comment est-ce que quoi, et qu'est-ce qu'il faut faire, etc. etc. L'image n'a rien à voir ni avec le texte, ni avec la lettre, mais c'est souvent des images également qui sont un peu flippantes ou qui nous enjoignent à avoir une petite méditation, une télé, une affiche, une manifestation, bon, des choses un peu de ce type-là. Le mot en bas n'a rien à voir avec le mot, suivez-moi bien, hein, n'a rien à voir avec la lettre, etc., mais renvoie à nouveau sur un mot qui est un mot comme ça, incisif, apprendre, faire, etc., etc. Bon. Et l'ensemble des lettres, en fait, on comprend à la fin,
ça fait Family, F-A-M-I, etc., qui donne le titre du livre et qui rejoint à la fois le rapport du livre pour enfants et peut-être un questionnement politique sur la notion de famille et sur les enjeux idéologiques presque. Hein, je fais une interprétation un petit peu à la va-vite, hein. Mais quelque part on a un livre qui joue bien entendu avec nos nerfs puisque il va partir d'un objet d'éducation pour faire de la contre-propagande. Et si j'étais un peu taquin à l'inverse, je vous dirais qu'il fait une contre-propagande, mais il fait de la propagande, de contre-propagande, parce que ce dont il nous parle, c'est quand même idéologiquement quelque chose de très marqué. Il n'est pas impossible qu'il soit parfaitement conscient de tous ces enjeux, mais ça fait un livre du coup qui est très déstabilisant, parce qu'au premier abord, à nouveau, il a l'air très banal, mais dès qu'on commence à rentrer dedans, ça ne marche plus. Ça fonctionne souvent comme ça, hein, les livres pour artistes, ce que Ruchet appelait a kind of c'est-à-dire une espèce de c'est-à-dire que certains livres d'artistes produisent une sensation énigmatique. On les voit, ils sont normaux, on les ouvre, ça ne marche pas. Et ne marchant pas, ça marche. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une espèce de recodification d'un objet par ailleurs normal, qui devient anormal, puis qui redevient normal dans la normalité. Bon, je passe, hein, je pourrais parler de tout ça, mais je ne vais pas le faire. Ça, c'est un livre de Dieter Roth, c'est assez bizarre. C'est bizarre, pourquoi? Parce que c'est un livre de philosophie. D'accord? C'est un livre de philosophie très compliqué. Sauf que ça ne veut rien dire. Donc il s'amuse à inventer un lexique de philosophe. Voilà. Surtout, c'est des gens qui comprennent quelque chose. Oui. C'est drôlement inquiétant. Ah, je passe. Ils sont super tous ces bouquins, mais vraiment, je veux vous libérer dans les minutes qui viennent. Ah, je vais vous montrer celui-là quand même vite fait. Ça, c'est un livre de Robert Filliou. J'adore Filliou, donc je ne peux pas ne pas vous le présenter. Vous voyez à nouveau le côté livre-livre. Là, il y a un petit décalage. Pourquoi? Parce que je crois que le titre, c'est Livre étalon. Voilà, le livre étalon. 81. C'est effectivement un livre étalon, mais du point de vue, quelque part, du livre lui-même. C'est-à-dire, c'est un livre qui va pouvoir mesurer. Comment est-ce qu'il dit? Tac. Je recherche la citation exacte. Voilà. Toute littérature passée, présente et à venir peut être objectivement évaluée, enfin, grâce au livre étalon. On dirait presque un truc de téléachat, hein, qui seul permet de mesurer infailliblement les œuvres et indiquer impartialement leur rapport. Voilà, c'est presque une blague, hein. C'est une blague, mais c'est très sérieux. Comme toujours, c'est Filliou, c'est très sérieux. Ce que je trouve amusant, c'est à la fois le côté ironique, enfin, je suppose qu'on peut le lire à différents niveaux, quoi. C'est cette idée peut-être qu'on pourrait mesurer la qualité d'un livre à sa taille, ce qui serait bien entendu complètement faux. Et par ailleurs, ici, on a un tout petit livre, en taille et en longueur, qui peut avoir son importance. Et c'est vrai que Filliou réalise très souvent des toutes petites œuvres. Mais si on les accepte et si on passe du temps, c'est des œuvres qui sont incroyables à chaque fois. C'est comme des petits haïkus, quoi, ou des petites maximes. Elles sont le fruit d'une méditation quasi philosophique sur la vie, sur etc. Filliou était vraiment un personnage très emblématique de ce rapport à l'art et à la vie au sein de Fluxus, etc. En même temps, je trouve, c'est presque, il le dit lui-même, c'est mesurer les rapports. C'est comme si quelque part, c'est un livre qui allait nous permettre de mesurer ce qu'il y a entre les livres. Comme si l'espace qui séparait les livres était encore du livre. Alors je ne sais pas très bien comment il faut interpréter ça, mais cette idée de mesurer quelque part les rapports qui pourraient les rapports qui pourrait y avoir entre les livres, c'est assez joueur, je trouve. Voilà. Après, bien entendu, la lecture immédiate par rapport à notre thématique aujourd'hui, c'est un livre-livre. C'est un livre qui se présente en tant que livre. Qu'est-ce que je suis en tant que livre? Une série de pages numérotées. Hein, et on va en avoir plusieurs. Je vais peut-être avancer un petit peu. Oui, dis-moi. Alors, regarde, là, si tu regardes... Une seconde. Oui, pardon, vas-y. Là, tu vois, en fait, ça va de 1 à 20. Oui. En fait, hein, de 1 à 20. C'est la notation de la France des Français. Mais par exemple, moi je pense, dans mon pays, c'est 10 sur 10. Donc c'est véritablement une note que tu mets aussi, tu peux mettre aussi... Ah oui, pour évaluer la qualité... C'est un véritable étalon du 20 sur 20 en France. Ah oui, t'as raison, j'avais pas pensé à ça, oui. Les Français, mais moi je suis donc d'origine argentine, donc du coup, chez nous, c'est 10. Ah oui. Rien dire. Ah oui. C'est impensable pour nous, on ne peut pas penser à 20. Ça veut rien dire, 20. Ah oui, c'est marrant. Donc 7 pour nous en Argentine, c'est une bonne note. D'accord. Et bon, vous voyez, donc ça, c'est un véritable étalon pour les Français. C'est rigolo, ça. Oui, c'est marrant. Parce que tu as dit les Français, non? Alors, peut-être une petite remarque là-dessus, mais je trouve ça intéressant par rapport au dernier livre promis que je vais vous montrer. C'est cette idée, justement, on va avoir des livres qui sont vraiment tautologiques, quoi. J'aime bien cette idée qu'à un moment, et ça c'est propre au livre d'artiste à mon avis, aussi tautologique soit le livre, c'est-à-dire tautologique, aussi,
presque dire nombriliste un peu, aussi tourné vers lui-même. Moi, en tant que livre, je suis un livre, puisque je suis du papier et des pages, etc., etc. À un moment, le risque, c'est un peu de tourner en rond quand même. Et ce que bon, après, c'est une pratique de l'art, hein. Vous aurez ça chez les, je sais pas, chez les artistes conceptuels, allez voir les travaux de Kossuth et compagnie. Moi, c'est vraiment pas ce que je préfère, honnêtement. Les livres d'artistes de Kossuth, c'est vraiment des livres qui s'auto-définissent en permanence, quoi, hein. Et le risque, presque à la fin, c'est de perdre un peu ce rapport au réel. Moi, ce que j'aime, c'est quand, par exemple, ici, un livre s'auto-définit, mais il permet toujours de se connecter au réel. Il y a une espèce de double hameçon, quoi. À la fois, je suis tourné vers moi, et puis je suis tourné vers le dehors. Et à chaque fois qu'un livre, dans une certaine mesure, on pourrait presque dire que tout livre d'artiste s'interroge sur sa nature de livre. Et j'ai presque eu du mal, c'est pour ça que j'ai autant de livres à vous montrer. C'est qu'en fait, il y a beaucoup de livres qui en eux-mêmes s'interrogent sur ce que c'est qu'un livre. Mais en même temps, ils ne sont pas tournés que vers ça. Il y a aussi, on parlait de Simari tout à l'heure avec la déroute et la redoute. Voilà, c'est tourné vers le dedans, mais c'est tourné vers le dehors. Et je pense qu'il y a énormément de livres qui sont dans cette double passerelle, quoi. On va peut-être en trouver quelques-uns qui le seront un petit peu moins... Bon, je passe. J'adore celui-là, mais je passe, sinon ça va... Celui-là aussi. C'est une Bible, ça. Bon. Ouais, une Bible réillustrée, en fait. C'est très politique. Ça pourrait rappeler le détournement des... On pourrait parler de ça aussi, le détournement chez Debord et les situationnistes, hein. Je prends des bandes dessinées américaines, idéologiquement quand même très marquées capitalistes, et je vais remplacer le texte des bulles par des textes de Marx, de Engels ou Trotsky, quoi. Et on se retrouve à avoir des bimbos en train de dire la révolution prolétarienne arrivera à son truc, etc. Ça marche super bien, et on a des logiques d'appropriation, de détournement, etc. D'ailleurs, le terme d'appropriation, je le redis toujours en passant, ça c'était Tabouchi qui m'avait dit ça une moment, il m'a dit le terme d'appropriation, c'est pas terrible. C'est un terme très années 80 d'ailleurs. Et vous voyez comment déjà dans le terme d'appropriation, il y a propriété. Hein, qui est déjà un peu, par rapport à tout ce qu'on a dit, c'est un peu contradictoire. Lui disait emprunt. On emprunte les signes, on emprunte les livres, et on fait quelque chose d'autre. Hein. Le terme d'emprunt, quelque part, a quelque chose de plus de l'ordre de la bibliothèque, de la circulation décontractée des signes. Voilà, je passe. Hein. Je vais passer. Une femme, parlez-nous d'une femme. Ah. On en a pas, mais regardez, on est pratiquement Alors... on ne voit que des hommes. Ça, j'avais pas pensé à ça, tiens. Alors, Martine Abaléa, d'accord. Je m'arrête sur Martine, alors. L'amour vert, la naufrageuse et le petit peut-être. Alors, une petite citation de Martine Abaléa, donc du coup, je vous montre... Vas-y, grande citation de Martine Abaléa. Non, j'en ai pas. J'ai qu'une petite. En fait, je crois que je suis un écrivain manqué. Ça commence mal, hein. Ah, ça commence mal. En fait, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend des livres existants, qui sont des livres de série B, vraiment des livres de gare, pas terribles, hein. Je ne sais plus quels sont les titres, mais attendez que j'essaye de retrouver. Quand vient l'orage. Hein, c'est un peu du Musso ou du Lévy. Hein. On peut lire ça, hein, vraiment, il n'y a pas de souci. Bon, voilà. Et du coup, elle les reprend et elle va simplement modifier la 4e de couverture. Elle fait une nouvelle couverture. C'est tout bête, hein. Et à partir du livre d'origine, elle fait un petit texte. Elle appelle ça des romans partiels. Elle écrit des tout petits romans qui font une dizaine de lignes et qu'elle met simplement en 4e de couverture. C'est-à-dire que le contenu du livre n'est pas ce qu'elle en fait. Elle reprend des éléments, mais de manière très, très, très libre. Et elle fait vraiment, franchement, un petit livre qui est beaucoup plus intéressant, ou qui a l'air beaucoup plus intéressant que le livre, par ailleurs, que vous aurez à l'intérieur. Et je sais pas, je trouve qu'il y a un truc intéressant. Je pense aussi un petit peu au livre de sable de Borges, le travail de Borges sur le livre des livres, cette idée que Borges a inventé des bibliothèques entières de livres dont par ailleurs il résume en une ligne. Donc les livres n'existent pas, ils n'ont jamais été écrits, mais ils existent parce qu'il a écrit une ligne qui résume le livre. Il fait des listes entières de livres comme ça, dont il a le résumé, mais il n'a pas encore le livre. Voilà, c'est pas tout à fait la même chose, mais elle-même dit qu'elle n'arrive pas à écrire un roman, c'est trop long, mais qu'elle peut écrire des petits romans. Voilà. Et là, elle va simplement se greffer sur ce livre. Alors c'est intéressant parce que là, il n'y a pas d'acte méchant finalement. C'est plus un travail de symbiose comme ça, où elle va se greffer tel le champignon un peu sur le chêne, ou tel
tel organisme sur tel autre, elle se greffe sur une œuvre déjà existante pour créer une espèce de jeu à deux. Et elle recrée l'image aussi. Hein. Donc là, c'est la page. Ceux-là, ils sont épuisés. Hein. Ils sont épuisés. À chercher, tu peux les acheter, mais ils doivent coûter. Verte, là, qui est écrite par son... C'est ça. Voilà, là, elle a réinventé le titre, l'image et la 4e de couverture qu'on voit pas. Et elle rajoute des petites fiches. Tu vois, elle rajoute une petite fiche qu'elle glisse à l'intérieur. Et Quentin, c'est telle Ève de la côte d'Adam. Donc c'est comme si elle ne pouvait sortir que de la côte d'Adam, quoi. Elle n'est pas un auteur entier comme un... Voilà. Je sais pas, en tout cas, Voilà, donc je pose la question. En tout cas, il y a un rapport pragmatique. Hein. Elle n'y arrive pas, donc elle y arrive, mais différemment. Hein. Bon, il n'y a pas de... Là encore, il y a une décontraction, je trouve. Alors ça, celui-là, il est vraiment taquin aussi. Il s'appelle Réalité. C'est Kostlowski, 72. C'est un extrait du principe de la distinction de tous les objets en général en phénomène et en noumène de Kant, dont il a retiré tous les mots. D'accord ? Donc il n'a gardé que la ponctuation. Et là où c'est taquin, en fait, c'est qu'il a choisi Kant. Ce qui n'est pas n'importe quel livre, parce que Kant s'interroge sur les limites de nos catégories de perception dans la critique de la raison pure, en disant il ne faut chercher à connaître que ce que l'on peut connaître, et ce qu'on ne peut pas connaître, il ne faut pas chercher à le connaître. Franchement, Kant, j'ai lu 10 pages, pas plus, hein, quand on voit le bouquin, honnêtement. Les résumés, là, pour le coup, me vont très bien, moi, pour Kant, très modestement. Bref. Et ce qui est amusant, c'est que c'est comme s'il retournait un peu Kant contre lui-même, hein, puisqu'il est en train de dire à Kant, d'accord, mais alors, le langage ne faisant référence qu'à lui-même, le langage ne permet pas de connaître la réalité non plus. D'où le titre, hein, d'ailleurs, Réalité. Donc il y a une manière ici presque de rendre le texte de Kant totalement abstrait, puisque les textes, ici les signes de ponctuation, notamment les slash là, donnent quelque chose qui est étrangement, picturalement abstrait presque, hein, ou graphiquement très abstrait. C'est pas le cas par exemple de cet ouvrage, Prix Nobel, qui est beaucoup plus lié d'ailleurs à la poésie. C'est un artiste suédois, très lié à la poésie sonore. Qu'on avait dans les années 60, poésie visuelle, concrète et sonore, c'est le discours de remise, enfin c'est le discours que Hemingway a donné à la remise de son Nobel. Sauf, hein ? Les poèmes de Karl André aussi sont... Oui, complètement. Oui, on pourrait prendre les poèmes de Karl André aussi. Et mais il n'y aurait peut-être pas la dimension aussi orale. Disons que là, il y a une dimension très orale, quoi. Mais sauf que là, il ne reste plus que la ponctuation. Hein. C'est comme s'il ne gardait du discours que les intonations, un peu. Hein. Avec effectivement cette présence des guillemets, les points d'interrogation, les points d'exclamation, etc. Donc vous voyez, par exemple, ici, sur deux livres qui peuvent sembler très très proches, on a deux propos qui sont, à mon avis, en fait, très différents. Voilà. Ça tombe pas sous l'évidence, ce que tu viens de dire. Non, je suis d'accord. Ah, oui, Et honnêtement, c'est l'étude là qui me permet d'y rentrer, là. Parce que le blanc me paraît extraordinaire parce qu'on circule dans la parole, sans parole, sans lettres. Oui. Et c'est génial, moi je trouve ça génial. Et d'une certaine manière, il y a une parenté entre les deux, contrairement à ce que tu dis. Après, alors je ne sais plus pourquoi j'ai mis ça à un moment, mais c'est quelque chose que je dis souvent, je ne sais pas très bien comment ça serait relié à ce qu'on dit au présent, mais quoi qu'il arrive, et en toutes circonstances, le lecteur... oui, j'avais mis ça par rapport à Duchamp, c'est un peu facile, mais c'est le lecteur qui fait le livre. Duchamp a dit c'est le regardeur qui fait l'œuvre, qui fait le tableau. Ben, on va dire que c'est le lecteur qui fait le livre. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les amis, que quoi qu'il arrive, vous faites ce que vous voulez. Moi, je vous donne une petite grille, parce que c'est toujours pratique quand même. C'est toujours bien d'avoir la version officielle pour s'autoriser ensuite une version apocryphe ou un peu officieuse. Mais dans l'absolu, vous voyez un livre, vous faites ce que vous voulez. Vous avez à tout moment le droit d'interpréter un livre, même à l'opposé de ce que l'artiste a voulu. C'est votre bon droit, d'accord ? C'est votre discrétion. À chacun de... et j'ai envie de dire que ça fait partie, je trouve, de cette logique. Je parlais du livre qui est fait à partir du livre. On pourrait dire que le lecteur est celui qui fait le livre à partir de comme il veut. Et c'est notre chance, quelque part, génération après génération, heureusement. Si on devait lire Don Quichotte, forcément, tel qu'il a été écrit dans son jus du 18e, c'est 18e, hein ? Moi, je viens de le lire, tout compris. Ah, bon. Donc, c'est magnifique. Tu as compris le Don Quichotte du 21e, tu vois, c'est ça après qui est intéressant, quoi. Vraiment. Donc, bon, je passe très vite, je passe très vite. Hein. Je connais, hein. Ah voilà, j'avais prévu ça quand même. Donc je crois que je vais finir là-dessus, d'accord ? Parce que
On est déjà à 25, je prends 5 petites minutes et je m'arrêterai là. Alors, pourquoi je m'arrêterai là-dessus? En plus, j'ai pas beaucoup d'images, mais je vais aller voir sur Internet. Tom Phillips, alors ça, vraiment notez-le quand même, parce que c'est un artiste qui a eu une œuvre quand même assez conséquente, que vous pouvez trouver là aussi édité par un éditeur anglais, je crois. Ça se commande, ça coûte 30 euros. Ça s'appelle A Human. Et le principe de Human, c'est un petit peu, je pense, le prolongement. Là, on a 3 éditions successives. C'est pas tout à fait le même livre, mais je vais y revenir. Le travail de Human. Est-ce que j'ai réussi à télécharger quelques images? Ouais, j'ai pas grand chose. Je vais peut-être plutôt vous montrer ça sur Internet. Voilà. Voilà, puis on verra bien. Alors, je montre cette double page, puis je vous en montrerai quelques autres après. Le principe est assez simple, hein. Je l'ai indiqué tout à l'heure. Tous ces travaux-là vont aussi être influencés indirectement dans cette période aussi par toutes les théories déconstructionnistes du texte. Et là, je pense plus à Derrida. Je parlais tout à l'heure de Foucault, Barthes. Un peu dans la même lignée, on pourrait avoir envie de mettre Derrida et la question de la déconstruction du texte. Bon, on trouvera je ne suis pas spécialiste, mais cette idée que là encore dans un texte, il y a des textes et qu'on peut avoir envie de penser le texte dans le texte. Cette idée que dans tel livre, on va pouvoir trouver d'autres livres et qu'on peut aussi inventer un livre à partir d'autres livres, etc. Ça va influencer beaucoup d'artistes. Ces théories-là, ils les lisent, hein, ces livres-là. Et c'est le cas de Tom Phillips, hein, qui va être aussi dans ses méditations qui sont très fortes à l'époque sur le livre du livre, quoi. Lui, du coup, il va partir d'un principe simple, il va dire « Je prendrai le premier livre que je trouverai le moins cher possible. » D'accord? Donc il va aller limite sur une petite brocante bidule, et il tombe sur un pauvre petit roman, mais qui avait très bien vendu de l'époque victorienne, qui s'appelle A Human Document, de Matlock. Je ne sais pas si vous connaissez, il a eu un certain succès à son époque, mais c'est pas plus qu'un roman à succès d'une certaine époque. 3 pence, parfait. Et il va commencer, effectivement, voilà. Je fixais une règle, le premier livre cohérent pour 3 pence que je trouverai ferait l'affaire. Et il va commencer à travailler à partir de ça. Le premier geste qu'il va faire, c'est barrer. D'accord? Il va commencer par barrer des éléments, en garder d'autres, et commencer effectivement à déployer une sorte de geste de réappropriation à partir de ça. Et esquisse après esquisse, page après page, il va complexifier le principe. Et ce principe, quelque part, qui consiste à masquer, va être l'occasion de rendre visible. Et il va réécrire, désolé pour la mauvaise qualité des images ici, il va réécrire un nouveau livre, A Human. Pourquoi A Human? Parce que, pour le titre lui-même, il va produire, effectivement, alors je pourrais peut-être, et comme ça, j'aurai une qualité meilleure. Ça, j'ai adoré ça, voilà. Il l'a également développé en application sur l'iPad. C'est vraiment pas cher, si ça vous intéresse. Ça aussi, c'est vachement intéressant, je trouve, parce qu'on a quelqu'un qui va déployer quand même un travail. Donc, vous voyez, Human Document, Human, par compression, voilà. Il va, à chaque fois, pour chaque livre, pour chaque page, il va garder certains mots. Il va en retirer d'autres. Oui. Il garde là la page qu'on voit en transparence presque. C'est la page réelle de l'original. Oui, complètement, complètement. Je pourrais vous montrer des vues d'exposition, mais ce que je trouve intéressant, enfin je vais peut-être le dire après, mais bon, d'abord le protocole, vous voyez, c'est montré en masquant, ce qui est déjà très beau, je trouve. Et même par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur le pli, sur cette idée qu'un livre, c'est une épaisseur, on sent que il y a, après le vertige des surfaces, j'avais noté une petite citation de Lyotard. Pourtant, Dieu sait si j'ai lu du Lyotard, hein, mais le livre est une surface qui ne cache ni ne désigne et même ne signifie rien. Ça, c'est Lyotard, hein, donc on doit être dans les années 80 avec toute l'esthétique postmoderne. C'est vraiment une. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais c'est quelque chose dont on a un peu soupé, je trouve, et qui a produit des œuvres qui sont sympathiques, mais un peu morbides au final, sur cette idée que tout n'est que surface, et qu'au final, on est condamné à la citation permanente. Ça serait le versant un peu, la force obscure de tout ce que j'ai pu dire jusque-là. On va avoir beaucoup d'artistes qui seront dans des espèces de rapports à la citation, mais des citations maigres, des citations mortes, des citations qui n'ont pas cette espèce d'appétit un peu presque, je sais pas, nietzschéen, de la création, la recréation permanente, etc. Donc on pourrait avoir envie, c'était la partie d'après que j'ai un peu écourtée, d'opposer un peu ces deux choses. Là, il y a quelque chose, je trouve, de gourmand, hein, comme on dit en cuisine, où on sent qu'on va pouvoir, c'est ce qu'il dit lui-même, produire du livre à partir du livre.
et il y a quelque chose qui s'ouvre, quoi, à nouveau, et qui est extrêmement riche, puisqu'effectivement, il produit un nouveau texte, d'abord. Et effectivement, à l'intérieur d'un livre de seconde zone, un livre de série B de l'époque victorienne, quand même, il arrive à produire un livre qui est un très beau livre, un livre poétique, politique pour certains, érotique pour certains passages, où on va avoir des personnages, il va reprendre, j'allais faire un zoom iPad sur ma feuille, avec... ça circule. Le médium, attention, le médium. Avec... zut. Voilà. Avec la reprise des personnages qui par ailleurs existent, Greenville et Irma, qui sont des personnages du livre d'origine. Il va inventer un nouveau personnage qui s'appelle Toge, T-O-G-E, qui est un personnage qui ne peut apparaître que quand le mot together apparaît sur la page, parce que c'est le mot together qui va être mordu. Et ces trois personnages vont vraiment avoir une interaction narrative à l'intérieur d'un roman qui va être un nouveau roman dans le roman. Ce deuxième roman va être par ailleurs, effectivement, bien entendu, travaillé par une image, et pas n'importe quelle image. Et c'est marrant d'ailleurs, vous voyez, le basculement historique, c'est pas si courant, puisqu'on bascule quasiment dans l'huminure, quoi. Hein, on a un rapport à l'image qui est à la fois un rapport... Bon, je suis désolé pour les qualités, hein, vous irez éventuellement trouver ça plus facilement, voilà. Il y a des images abstraites, il y a des collages, il y a des images qui illustrent le texte, et des images qui illustrent pas du tout le texte. C'est des tout petits formats, donc on imagine, hein, il a dû acheter au minimum 2 livres au début pour pouvoir faire les rectos et ensuite faire les versos. Tout ça est recomposé pour produire parfois des expos, on montre les images, mais aussi un livre, ce que j'ai montré tout à l'heure, édité comme n'importe quel livre multiple. Vous voyez, c'est ça qui est fort aussi. Il n'a pas sanctuarisé le bel objet. Il aurait pu dire non, moi je fais que des livres sérigraphie avec des reproductions machin bidule, en tirage à 100 exemplaires. Non, il accepte de faire un multiple. Il accepte même de faire une application iPad. C'est très rare. Ça, dans le champ du livre d'artiste, c'est le seul que je connaisse qui réussit à faire ce basculement. Et ça marche plutôt pas mal. Il y a plein de petites sous-fonctions dans l'application qui sont extrêmement amusantes et intéressantes. Il va faire 3 éditions successives du livre. Il y en a une en 70, je crois, 80, 90. Chacune est différente. C'est-à-dire qu'il ne va pas se contenter de faire une version du livre You Moment. Il va en faire plusieurs. Je crois qu'aujourd'hui, il en a fait au moins 2. C'est-à-dire 380 pages à peu près, qui sont toutes illustrées, toutes mises en couleur, mises en texte, et toutes faites 2 fois. Et il aimerait faire une 3e fois. Vous voyez ce que je disais tout à l'heure encore. Non seulement il fait un livre à partir d'un livre, mais il fait 2 livres à partir d'un même livre. Donc lui-même, dans sa propre production, il y a une espèce de déploiement presque à l'infini de l'improvisation. Voilà. Et bon, je passe, mais il va faire Trailer en 71, qui sont les planches refusées de You Moment, celles qu'il n'a pas éditées, mais qu'il a quand même gardées. Ça fera un nouveau livre. Il va faire The Art of the You Moment, qui est la partie centrale des pages du roman, qui a une fonction particulière, qui va à nouveau éditer sous un statut différent. Il va faire un opéra qui s'appelle Irma, qui est extrait des fragments de You Moment. Il va réutiliser des pages de You Moment pour d'autres livres qu'il fera sur d'autres projets, notamment sur un projet à peu près équivalent dans le travail sur Dante, la Divine Comédie de Dante. Il a même calculé qu'avec 12 pages modifiées pour chaque réédition, le livre pourrait être totalement renouvelé à la 30e édition. Donc il fantasme sur le fait de pouvoir rééditer totalement la totalité de l'ouvrage avant sa mort. Vous voyez, il y a une espèce de logique, presque d'écologie, d'économie interne du travail autour de ces enjeux-là. Bien, je vais m'arrêter là. Et je vais faire un exercice comme ça. On avait fait un travail qui était très bien. Hein. Oui, on avait fait un travail là-dessus. Ça, c'est quelque chose que j'ai gardé, que je trouvais très original. Je ne savais pas que ça m'avait... D'une manière générale, j'ai tendance à, dans mon travail, dans le travail qu'on fait même en classe, à mettre en avant cette idée qu'on peut être créateur à partir d'eux. Là, c'était simplement, on était parti d'une page de Victor Hugo, je crois. Balzac ou Victor Hugo. On prend une page et on travaille à partir de ça. Voilà. Ça date de quelle époque ça? Oh, ça c'est très récent, il est encore vivant. Hein. 70, 80, 90, voilà. Moi, je connais une revue poétique française qui s'appelait Encre vive, Ouais. où il y avait donc dessin, peinture et poésie. Et il y a des tas de textes qui sont faits comme ça, en barrant, en noircissant. Bien sûr. Donc je veux dire que c'est aussi un mouvement qui date
Mais on peut trouver plein de choses. Voilà, Là, on était à Paris, il y a longtemps, on a vu par exemple sous une vitrine un artiste qui a gratté avec un scalpel la recherche du temps perdu, page après page, et qui a effacé tout le texte. Et donc vous avez le livre illisible, et à côté un tas de poudre, d'encre, récupérée. Voilà. Et on pourrait jouer à l'infini quelque part sur ces logiques d'appropriation et de réappropriation. Alors, je ne sais pas si je peux terminer là-dessus. Je vais simplement synthétiser peut-être les 2 idées fortes, et puis je vais vous libérer. Et je dirais 2 choses peut-être. Alors, peut-être la première chose, mais c'est une partie que je n'ai pas montrée. J'avais préparé plein de livres plus conceptuels, plus froids. Hein. Un livre qui s'appelle « Livre », par exemple. Hein, et dont la première page, c'est première page, etc. etc. Hein. Là, il y en a vraiment plein, de manière très variable et super intéressant. Mais c'est vrai qu'il y a un certain nombre de livres de ce type-là qui donnent un goût et une sensation, on en a vu quelques-uns quand même, je le disais à l'instant, et peut-être un risque, qui est le risque de l'auto-citation permanente. Moi, j'indiquerai toujours cette idée que, quelque part, le livre du livre, c'est en fait un livre qui est toujours tourné vers le réel. Et il y a une espèce de fraîcheur et toujours de puissance, même dans le travail qu'on peut faire en classe par ailleurs, hein, autour de la question du livre d'artiste, c'est qu'un livre, c'est un objet qui se lit. Alors je le redis parce que l'histoire du livre d'artiste est complexe par rapport à ça. Il y a beaucoup de livres qu'on ne lit pas, parce qu'ils sont chers, parce qu'ils sont comme ci, comme ça, alors ils sont sous vitrine. Un livre, c'est un objet qui doit être lu. Ça a l'air tout bête, mais ça veut dire qu'un livre, c'est un objet de lecture, c'est une invention de lecteur. Et ça se travaille à l'intérieur de ça. Tout livre est l'invention d'un livre. Mais c'est un livre qui doit passer par cette matérialité-là. Alors, ça se diffuse, ça se transmet, ça s'édite, ça se démultiplie. Et ça vit dans cette logique comme ça, très quotidienne et très manuelle. Je dis ça juste pour décaler cette notion d'un livre qui serait tourné vers lui-même. Un livre, pour moi, c'est toujours un peu tourné vers le réel. Et je pense qu'on en a eu plein d'exemples ici, finalement. Même à l'intérieur d'une poétique du livre, il y a toujours ce contact avec le réel qui reste extrêmement prégnant. Peut-être la deuxième idée qui a été, je pense, très présente pendant toute la présentation, c'est cette idée du coup qu'un livre, c'est toujours une nourriture, c'est toujours fait à partir d'eux, et qu'on peut toujours faire un livre à partir d'eux. Il y a une espèce de transtextualité permanente qui fait qu'on va s'approprier des fragments d'eux, des sources d'eux, et qu'on reconfigure toujours une espèce de nouveau livre à partir de... C'est peut-être la même idée, hein, mais à partir de ça. Et... J'avais une interrogation pour finir, mais je vais la laisser vraiment comme point d'interrogation. Je l'avais indiqué un peu tout à l'heure. Je n'ai pas de réponse, mais c'est par rapport au statut du numérique aujourd'hui. Parce que j'ai beaucoup insisté sur la présence du livre. Alors qu'en est-il du livre numérique aujourd'hui? Je connais beaucoup de gens aujourd'hui qui commencent à lire plutôt des romans quand même. Alors on pourrait s'interroger. Est-ce qu'on pourrait faire des livres d'artistes numériques? Je ne sais rien. On voit que par exemple, à mon avis, Philips s'y est adonné d'une manière plutôt réussie sur cette application. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un champ qui s'ouvre. Et il y a un questionnement sur la matérialité de l'objet. Une tablette, un Kindle, ne donnera jamais, bien entendu, l'épaisseur durable, la texture palpable d'un bout de papier. Et du coup, la pensée ne s'incarnera pas de la même manière. Est-ce que ça veut dire que rien n'est à faire là-dedans? J'en sais rien. Mais je ne cesse d'alterner, presque semaine après semaine, une réponse différente en fonction d'une discussion que j'aurai avec un libraire qui me dira « Pop, regarde le vinyle », il y aura toujours une histoire pour le livre. Et puis d'autres moments où je me dis en même temps il y a un champ à découvrir et qu'étrangement on découvre pour l'instant, je trouve assez peu, qui serait une sorte de livre numérique artistique. Bon, est-ce qu'il y a des choses à faire? À mon avis, oui, quand même. Et il n'est pas impossible que les Jones... avec leur pratique, parce que c'est ça un livre. Un livre, c'est quoi? C'est une pratique du livre. Alors, si on pratique le livre à un moment sur des tablettes, est-ce qu'on va inventer des choses nouvelles? J'en sais rien. Honnêtement, je livre ça à la pure interrogation pour le temps qui vient. Elle avait une question, puis je te donne la question après, Christine. 2-3 questions. Oui? Ouais, tout à fait. Alors, c'est des réponses que je me donne parfois pour... alors je dis pour les gens qui écoutent. Tu peux répéter la question? Oui, voilà, c'est ça. Que finalement, je ne vais pas dire ce que tu as dit, hein, tu m'excuses. Que finalement, on pourrait avoir des formes mixtes, quoi. C'est-à-dire des livres physiques, mais qui en appelleraient au numérique, par des liens Internet, par des espèces de livres augmentés, comme on dit, etc. Je pense que ça pourrait être une solution intermédiaire, c'est-à-dire cette idée que peut-être qu'on n'assistera pas au fameux grand combat final
qu'on espère peut-être ou qu'on craint entre le livre vrai, le livre faux, le livre numérique et puis le livre papier. Peut-être qu'on aura quelque chose de beaucoup plus serein ou de plus souple entre des livres, mais qui par ailleurs feront appel à des contenus Internet, ou à l'inverse, des contenus numériques, pas forcément Internet d'ailleurs, qui pourraient faire appel à des incarnations papier. J'en ai donné un exemple tout à l'heure avec Vattier, hein, un PDF sur un site Internet, mais qu'on va imprimer sur son imprimante. Ça sera un livre d'artiste. On pourra trouver que c'est un peu déceptif dans la matérialité, mais je vous assure que chez Vattier, cette question de la matière, elle est très, très pensée et très, très importante. Bon, il y aurait sûrement des formes intermédiaires, mixtes, hybrides à inventer, oui. Christine? Il me semble que le numérique appelle à un autre mode de livre, parce qu'on ne peut pas feuilleter, que c'est totalement différent, même s'il y a des mots, il peut y avoir des dessins, et pareil que dans un livre papier, mais que forcément c'est tout nouveau. Quoi. Oui. Qu'il ne faut pas le penser livre comme nous, notre génération. C'est ça. Moi, mais vraiment comme la nouvelle génération lit sur ces trucs. Moi j'aime pas par exemple parce que j'aime bien. Oui, voilà, je comprends. Ben alors, tu vois, pour répondre, je vous donne la parole. Hein. Pour rebondir là-dessus, tu vois, Mallarmé, par exemple, alors Mallarmé, il aurait foutu ça à la poubelle directe. Tu vois, si on reprend la citation sur le pli et sur l'invisible du livre, même un écran d'ordinateur, c'est une surface. Hein, je veux dire, en termes de... par rapport à Lyotard tout à l'heure, c'est une surface, effectivement. Et les tablettes Kindle, c'est une page permanente, mais c'est vrai que ça n'est qu'une page renouvelée en permanence. Hein. On fait tourner la page, on n'a pas l'épaisseur et la profondeur de l'invisible, on a simplement l'actualisation d'une page après l'autre, mais sur un support qui par ailleurs est un support voilà, lisse et homogène. Mais par ailleurs, peut-être je rebondis, je pense que ça va laisser tout le monde interrogateur du coup, hein, chacun aura sa réponse, mais par ailleurs, dans l'expérience que j'ai de plus en plus moi de l'écran d'ordinateur, mes fenêtres elles se superposent quand même. Hein. Je ne sais pas pour vous, mais sur mon écran, j'ai pas une seule page. Hein. J'en ai au moins, parfois j'en ai bien une bonne vingtaine. Et dans une certaine mesure, il n'est pas impossible qu'il y ait des profondeurs, des visibles et invisibles, qui se rejouent selon des modes et des appropriations, voilà. Ou même le physique. Moi, honnêtement, le rapport que j'ai, voilà, j'ai même fait sur ma feuille tout à l'heure, essayer de faire ça. Bon, le rapport que j'ai avec mon iPad, c'est un rapport qui peut être assez sensuel aussi. Hein. Je sais pas, le côté vert, en plus j'ai remarqué il n'y a pas longtemps, mais en fait, parce que je dessine beaucoup dessus, il est un peu chaud. Là, ma feuille, elle est jamais chaude, hein, ma feuille de papier. Hein. Il est un peu chaud, donc quand je dessine, il est lisse, mais il est chaud. Donc je sais pas, il y a quand même, on aura beau vouloir chasser le corps, soyez sûr que la tablette, elle va continuer à apporter, c'est juste qu'il y a peut-être un nouvel imaginaire à fabriquer. Un nouveau mode de fonctionnement. Oui, je pense. C'est génial. Les nouvelles pratiques. C'est génial. L'idée est géniale. Oui. Ça fait quand même des années qu'on fait des DVD avec des CD, avec comme des encyclopédies, avec des liens. Le lien, c'est ce qu'il y a derrière, c'est ce qui est caché. Oui. Je pense que oui. Effectivement, le problème, c'est la matière. Voilà. La Moi, matière, parce qu'on est toujours sur l'écran. Pour terminer, pour vous libérer, comme ça on termine sur une note un peu expérimentale, moi je dirais qu'il n'y a pas tellement de marché pour ça. Et que ça motive beaucoup à ne pas faire. Et que du coup, ça pourrait nous donner envie de faire. C'est-à-dire qu'à mon avis, même si on est sorti un peu du cadre du livre là, mais je pense qu'il y a quand même un champ d'expérimentation, à mon avis. Et qu'il y a peu de choses qui ont été faites, et que si on était un peu gourmand, au moins on pourrait y mettre les pieds. Et il y aurait sûrement des choses à faire. Voilà. Des livres augmentés, numérico-plastiques, plastico-numériques, j'en sais rien. Il y aurait sûrement quand même des possibilités, quoi. En tout cas, ce qui est sûr, 60% des Américains, enfin je crois que maintenant 60% des livres aux États-Unis sont des livres numériques. Hein. Donc les ventes numériques ont dépassé les ventes physiques. Bon, c'est les Américains. Mais il y a quand même un potentiel. Ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de gens maintenant, une majorité, qui pratiquent le numérique au détriment du physique. Ça veut dire qu'il va y avoir une grande masse de gens qui auront l'habitude de manipuler ces supports. Vous voyez ce que je veux dire? Les technologies vont augmenter, donc là, quand on voit maintenant qu'il y a des hologrammes pour des demain, il y aura... Pour Mélenchon, tu veux? Oui, tu veux faire un livre sur Mélenchon? Il y aura des hologrammes aussi pour avoir la perception de l'épaisseur d'un livre, pourquoi pas? On verra. Parce que avec l'invention...
Allez Christine, et puis on termine là-dessus, Est-ce je pense.